Merci d'être avec nous pour l'heure des pros. À la une ce matin, loin du brouhaha médiatique des suspicions de drogue retrouvées ou non dans son sac, Rima Hassan sera jugée le 7 juillet prochain pour apologie du terrorisme. Enfin, a répondu Bruno Retailleau, qui a dit tout haut ce que pensent très certainement de nombreux Français. Enfin, Rima Hassan répondra de ses actes devant la justice. Mais ce n'est qu'une première étape, puisqu'à l'issue des auditions de vendredi, 2 autres convocations lui ont été délivrées pour une audience devant le tribunal correctionnel le 16 septembre prochain pour les chefs d'apologie publique de crime ou délit et provocation publique directe ou non suivie des faits à commettre un crime ou un délit, précise le parquet. Loin de la conférence de presse hier, Rima Hassan et son avocat ont dénoncé un harcèlement judiciaire et politique. Y aurait-il un complot pour faire tomber Rima Hassan? L'inversion accusatoire, la stratégie victimaire est une rengaine éculée par la France insoumise. Je note qu'à la question d'un journaliste, est-ce que Kozo Okamoto est un terroriste, oui ou non, Rima Hassan préfère lui donner rendez-vous au procès le 7 juillet prochain. Rima Hassan a depuis 2 ans et demi multiplié les attaques, utilisant ses réseaux sociaux pour cibler ses opposants. Rima Hassan est présumée innocente. Personne ne connaît l'issue des procédures en cours. Ce sera le procès du siècle en matière d'apologie du terrorisme si ce procès doit avoir lieu, a prévenu l'avocat de Rima Hassan hier. Le ton est donné, le rendez-vous est pris et nous en parlerons bien sûr ce matin. Mais avant cela, c'est le point sur l'information avec Marine Sabourin. Bonjour Marine. Bonjour à tous. 10 mineurs âgés de 14 à 16 ans ont été mis en examen à la suite de dégradations de la mairie de Fresnes dans le Val-de-Marne. 7 d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire. Une mesure éducative a été prononcée pour les 3 autres. Les faits remontent au 27 mars dernier. De nombreux individus avaient utilisé des mortiers d'artifice pour briser la porte d'entrée de l'hôtel de ville avant de détruire l'accueil du bâtiment à l'aide de barres de fer. Le préjudice total est estimé à environ 50 000 €. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a dévoilé hier son projet de budget 2027. Elle réclame au Congrès une augmentation de 42% en un an sur les dépenses de défense. Elle s'envolerait alors à 1 500 milliards de dollars. Il s'agirait d'un record absolu dans l'histoire du pays. Enfin, une nouvelle attaque aérienne russe a fait au moins 14 morts hier en Ukraine. Pas moins de 500 drones ont été tirés dans la journée. Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'amplifier encore ses attaques à la veille des fêtes de Pâques. Voilà pour l'essentiel de l'information à 9h, Elliot. Merci, chère Marine Sabourin. On vous retrouve à 9h30 pour un nouveau point sur l'information et à 10h pour un point complet. Sont avec nous aujourd'hui Judith Vintraud. Bonjour Judith. Bonjour Elliot. Ravi de vous retrouver, chère Judith, qui avait écrit un reportage formidable vous sur le Véné. Mais non, sur la méthode Bukele au Salvador. Et je note qu'on en avait parlé dimanche, et puis ensuite que plusieurs médias sont revenus dessus le lendemain. Et vraiment, c'est un papier absolument passionnant. Georges Fenech, Monsieur Justice, Bonjour. Est avec nous. Nous parlerons de la justice et donc de Rima Hassan dans cette émission, mais pas que, bien sûr. Le général Sidos est avec nous, ancien chef du bureau de liaison de la FINUL. Mériadec Raffray est présent, journaliste spécialiste des questions de défense. Bonjour Mériadec. Et Alexandre Devecchio, grand journaliste. Alexandre Devecchio est habitué du samedi matin. Cher Alexandre, bonjour. Le Monde a les yeux rivés sur l'Iran et cette course contre la montre pour retrouver le pilote américain dont l'avion a été abattu par le régime iranien. Et depuis hier soir, les États-Unis sont engagés dans cette opération survie. Les enjeux sont évidemment très importants. On vit une scène quasiment de film, sauf que la réalité dépasse la fiction. Et mon général, hors antenne, et je dis tout à l'antenne à nos téléspectateurs, je vous ai dit, c'est un James Bond qu'on est en train de vivre. Alors tout à fait, c'est du James Bond, mais c'est également, ça a été le sujet de nombreux films américains. Des films qui commencent au Vietnam. Vous avez un film qui s'appelle Le vol de l'intruder, et c'est exactement ça. Vous avez 2 aviateurs qui sont abattus, et il y a toute une mission de récupération. Alors, ce que les Américains appellent le CSAR, le Combat Search and Rescue, et ce que nous on appelle la RESCO, recherche et sauvetage au combat, ce sont des missions faites pour récupérer les équipages d'avions abattus en territoire hostile. Et vous avez tout un dispositif qui se met en place, un dispositif de récupération par hélicoptère, parce qu'il faut bien aller chercher le pilote abattu. Alors il peut être récupéré par treuil, ou alors l'hélicoptère peut se poser, mais surtout il faut protéger la zone. Et là c'est une mission de combat, avec tous les types d'avions qu'on peut imaginer. Avions d'attaque au sol, de tous les modèles d'ailleurs. Hein. Bon. Et puis il faut protéger toute la zone, en faire une bulle de sécurité, pour empêcher bien sûr que les tirs de DCA, de défense antiaérienne, donc là en l'occurrence des Iraniens, empêchent les opérations de sauvetage. Alors là le problème qui se pose, c'est que ça fait déjà plus de 24 heures.
Ça, c'est un problème. On sait qu'il y a 2 avions qui ont été abattus. On sait qu'il y a 2... Pourquoi? Vous voulez dire que chaque minute compte et plus les minutes défilent, plus chaque la vie de ce soldat. On ne sait pas d'ailleurs s'il est encore en vie. Exactement. Ça, c'est la question primordiale, en fait. On ne sait pas. Puisque les 2 autres aviateurs ont été récupérés très vite. Parce qu'en fait, dès le moment où le pilote s'éjecte, le système de commandement américain est au courant. À la minute, à la seconde, ils ont les coordonnées précises. Alors après, le siège éjectable se pose, le pilote est séparé du siège éjectable, il doit quitter la zone à pied. Alors il passe d'un univers super moderne, il est à pied. Là, c'est tout seul avec ses 2 jambes. Alors, il faut que les 2 jambes soient en bon état déjà. Et il a une balise, il a une radio, il est en contact immédiat, les hélicoptères arrivent, ils survolent la zone, les avions de protection sont présents, et le premier pilote a été récupéré tout de suite. Où est le deuxième? Est-ce qu'ils étaient ensemble? Est-ce qu'ils étaient séparés? Est-ce qu'ils s'étaient éjectés ensemble? Est-ce qu'ils s'étaient éjectés à plusieurs dizaines de kilomètres? Est-ce que l'avion a été tellement touché qu'un seul a pu s'éjecter et l'autre a été tué? On n'en sait rien. On ne sait pas. On n'a aucun indice. Les seules images que l'on ait, ce sont des débris d'avion, des petits débris d'ailleurs, et un siège éjectable. Donc, plein de questions se posent. De toute façon, les recherches ont été poursuivies pendant toute la nuit. Les Américains ne vont pas arrêter tant qu'il y aura une chance de le récupérer. On va voir le sujet d'Anaïs Baucher, et c'est vrai que vous avez dit ce que évidemment tout le monde imagine, c'est-à-dire qu'on est quasiment dans un scénario hollywoodien, sauf que là, on ne plaisante pas et on ne badine pas avec la guerre. La vie de soldat d'un soldat est en jeu, et il y a une recherche avec des conséquences primordiales, puisque par exemple le régime iranien a appelé la population à capturer, si ce soldat était en vie, à le capturer vivant, parce que ce serait un butin de guerre et peut-être un trophée, vous dites, là aussi capital pour le régime iranien. Voyons le sujet d'Anaïs Baucher. Ces images montrant des débris d'un avion de combat américain sont diffusées par la télévision d'État iranienne. Selon les autorités, un avion de combat américain survolait hier le centre de l'Iran. Il a été abattu peu après dans le sud-ouest du pays. Cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre des tirs de la défense anti-aérienne iranienne présentés comme visant cet avion. Des médias américains ont annoncé qu'un des 2 aviateurs avait pu être secouru. Le second est actuellement recherché par les forces américaines et iraniennes. La télévision d'État iranienne a promis une récompense à qui lui livrerait le pilote. Selon le communiqué de la police provinciale, si vous capturez un ou plusieurs pilotes ennemis et que vous les remettez vivants aux forces armées et aux forces de l'ordre, vous recevrez une récompense appropriée. Côté américain, ni le commandement central ni la Maison-Blanche n'ont souhaité commenter le crash de l'appareil. Une situation délicate car les États-Unis sont engagés dans une véritable course contre la montre en territoire ennemi pour récupérer leurs pilotes disparus. 2 hélicoptères impliqués dans les opérations de sauvetage du premier pilote ont été pris pour cible hier par des tirs des forces iraniennes, blessant plusieurs soldats à leur bord. L'armée iranienne qui a également revendiqué une 2e attaque hier. Un bombardier américain A-10 se serait abîmé dans le golfe Persique après avoir été touché par des tirs de la défense aérienne de Téhéran. Cette fois, le pilote aurait pu s'éjecter et être secouru sain et sauf. Depuis le début du conflit, aucun soldat américain n'a été tué ni capturé sur le sol iranien, mais 13 ont été tués au Koweït, en Arabie Saoudite et en Irak. Et une nouvelle information est arrivée il y a quelques heures. Si Donald Trump a réagi, il a réagi aux journalistes en disant: est-ce que ça change quelque chose? C'était la question qu'on lui a posée. Non, rien du tout. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. C'est vrai qu'on a connu Donald Trump dans cette guerre après 5 semaines de conflit plus prolixe. On voit là aussi toute la prudence. Donc il y a aussi la guerre politique qui est menée. Mériadec Raffray, je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, qu'un F-15 soit abattu par rapport au nombre d'avions qui volent en permanence au-dessus de l'Iran et le nombre de missions. On a plusieurs centaines d'avions américains, à peu près presque 500 avions en comptant les forces israéliennes. Il y a eu plus de 1000 cibles, beaucoup plus de 1000 cibles qui ont été frappées. Donc il y a des milliers de missions en fait, et là c'est le premier avion qui est abattu. Je dirais c'est un taux technique de perte qui est pour l'instant très faible, mais là où c'est intéressant, c'est qu'évidemment ce taux technique de perte, cet incident veut être récupéré par les Iraniens pour politiser cette guerre comme ils le font depuis le début. C'est la réponse du faible au fort. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que toutes les chaînes d'information depuis 24 heures parlent de cet incident, alors que techniquement, militairement parlant, franchement, il n'y a
c'est pas. Et c'est pas pour ça que il y a cette réponse potentiellement de Donald Trump qui non pas dédramatise, mais met en perspective cet avion touché par rapport à l'opération qui dure depuis 5 semaines. Il y a quand même eu plus de 300 soldats américains qui ont été blessés depuis le 28 février, le début du conflit. C'est le Pentagone qui a annoncé ce chiffre. Et 13 militaires américains ont également perdu la vie. Donc c'est intéressant c'est 365 soldats très précisément ont été blessés depuis le début des opérations militaires en Iran, selon les derniers chiffres du Pentagone. 247 d'entre eux appartenaient à l'armée de terre et depuis le 28 février, 13 militaires américains ont également perdu la vie, Myriadec. Ce qui est intéressant aussi de décrypter, c'est qu'est-ce que signifie en fait, est-ce que cet avion qui a été abattu signifie quelque chose d'un point de vue tactique. On se rappelle par exemple la guerre d'Afghanistan avec les soviétiques. La CIA avait fourni des fameux Stinger, des missiles qu'on tirait depuis le sol vers les airs pour abattre les fameux chariots du diable, ces énormes hélicoptères soviétiques qui détruisaient tout sur leur passage. Et tout cela avait été récupéré par les caisses de résonance de la CIA pour politiser cette guerre. Et finalement, on en avait retenu que c'était des missiles qui avaient vaincu les soviétiques. Et là, en fait, on va découvrir dans les jours qui viennent, puisque Donald Trump a promis de ramener l'Iran à l'âge de pierre, c'est-à-dire de casser l'Iran. Il va devoir envoyer davantage d'appareils, prendre des risques, frapper au sol, comme le A-10 le fait, comme le F-15 Eagle Strike le fait. Et à ce moment-là, on va découvrir la capacité des Iraniens à résister, et à résister peut-être au-delà, ou pas d'ailleurs. C'est dans les jours qui viennent, on va voir si ce taux technique d'appareils cassés augmente ou pas. C'est très intéressant. Les jours qui viennent et les semaines qui viennent vont être décisifs de ce point de vue-là. Et évidemment, si d'autres appareils venaient à tomber, vous imaginez bien que ce tempo politique de la guerre qui a été récupéré de manière assez maligne par les Iraniens pourrait peser encore davantage dans le dilemme de Trump, c'est-à-dire stop ou encore. Merci pour votre mise en perspective et aussi votre équilibre. Je note que vous parliez des chaînes d'information qui sont en boucle sur cet avion qui a été touché par le régime iranien. Dans certaines analyses de géopolitologues ou de militaires de plateau, je ne vais pas les citer, j'y voyais un certain plaisir à expliquer que Donald Trump était en train de se planter complètement et que c'en était le symbole. Prendre du plaisir à commenter un militaire qui fait la mission pour laquelle on le paye et qui donne sa vie pour son pays, non, il n'y a pas de plaisir à commenter ça. Je sais, mais j'y voyais aussi un univers assez malsain, bien évidemment, Myriadec, et moi c'est vraiment toute la prudence que je prends depuis 5 semaines, avec aussi l'humilité de dire, dans ce brouillard de la guerre, je vais donner la parole aux experts, et je n'ai pas la prétention de vous expliquer ce qui peut se passer et c'est demain. pour ça d'ailleurs que les militaires américains, soyez sûrs, vont tout faire pour essayer de localiser et de récupérer ce pilote. C'est en soi un message envoyé à tous les autres pilotes et bien sûr aux familles des Américains. Je vous propose qu'on écoute l'amiral Alain Coldefy qui est sur l'importance de retrouver le pilote. Il était l'invité de Punchline hier. Récupérer un soldat, un marin, un aviateur sur le terrain, c'est essentiel. Et on peut accepter quelques pertes. On a oublié, par exemple, mais bien sûr, on a oublié... On peut accepter des sacrifices, en fait. Non, mais prenez l'arrestation de Ben Laden, une opération des forces spéciales américaines avec des hélicoptères, etc. Il y a quand même un hélicoptère qui s'est crashé, mais que retient le monde entier, c'est que les forces spéciales américaines sont allées chercher Ben Laden. Bien sûr, on va protéger, c'est pour ça qu'il y a un dispositif énorme de protection, mais je dirais que l'important, c'est le pilote. Voilà. La mission, quoi. En fait, donc la mission. Voilà. Et là, on peut accepter, la mission qui est la récupération du pilote. On peut accepter des pertes. Général Philippe Sidos est avec nous, ancien chef du bureau de liaison de la FINUL. Est-ce que la France a déjà été engagée dans ce type d'opération précédemment, c'est-à-dire un pilote qui est contraint de s'éjecter et on va le récupérer dans une zone extrêmement dangereuse? Alors la technique elle-même de récupération, de recherche et de sauvetage d'un équipage abattu, c'est une technique qui est développée depuis très longtemps. Ça a même été très perfectionné au début de la guerre en Afghanistan. Où on avait des avions qui venaient du Kyrgyzstan, qui survolaient des chaînes de montagnes gigantesques. Il faut une sécurité, il faut assurer. C'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique, j'ai envie de dire, occidentale. Excusez-moi, je le précisais. Pourquoi cette précision? Parce que les Russes, par exemple,
J'avais travaillé quand même, j'étais attaché militaire en Russie. Pendant la guerre en Tchétchénie, ils ont beaucoup d'hélicoptères abattus, ils ont des avions abattus. Ils faisaient un effort minimum pour récupérer le pilote. On envoie un hélicoptère, ça passe pas, et après, terminé. On laisse tomber. Donc déjà, vous voyez, il y a ça. Donc C'est pas la même doctrine. C'est pas la même logique. Nous Français, et les Américains encore plus, vont tout faire. Ils vont engager 50, 60, 100 avions. Ils vont poser des troupes au sol, des parachutistes, des forces spéciales, qui ont peut-être passé la nuit sur le terrain. Enfin, on peut tout imaginer. Bon, pour récupérer le pilote, c'est une question d'éthique. On n'abandonne pas un camarade au combat. Un camarade blessé potentiellement, et ça fait partie de la garantie de l'assurance d'un pilote qui va faire une opération. Il a cette assurance vie et l'assurance du pays qu'il soutient et des moyens militaires qu'il soutiennent pour aller le récupérer. Alors, il faut voir que là, il y a un vieux cauchemar américain qui date de la guerre du Vietnam, où on avait les pilotes qui bombardaient le Nord-Vietnam, qui étaient abattus, et on avait ces pilotes de B-52, ces gros gabarits américains, prisonniers des petits Vietnamiens. Alors, ce sont des images humiliantes qu'ils n'ont pas du tout envie de revivre. Alors, au niveau français, on a eu un avion qui a été abattu au-dessus de la Serbie. Alors, le problème, c'est que l'équipage a été tout de suite capturé par les Serbes. Donc, il n'y a pas eu le temps d'aller le récupérer. Et le problème qu'il y a eu également, c'est que ces deux pilotes, ces deux aviateurs ont été exhibés par les Serbes. Alors là, ça devient un outil de propagande. Un outil de propagande parce que la puissance aérienne du pays attaquant est mise en critique, en péril, par un avion abattu. Alors, comme le disait Méridec Raffray, un avion sur des centaines, des milliers de sorties, c'est la petite victoire du faible. Alors après, tout dépend comment on l'exploite. Le président Trump, qui est assez dur, il avait d'ailleurs fait une réflexion il y a quelques années qui avait posé polémique en disant que ceux qui étaient tués au combat, finalement, ils n'avaient pas de chance. Vous voyez, c'est assez dur. Mais en même temps, il a la réaction du chef de guerre qui assume. Et qui assume les futures missions qu'il va donner. Sur les images qu'on a vues, on voit un Hercule et des hélicoptères. Quand vous dites un Hercule, pardonnez-moi, mais précis. Ah pardon, un Hercule, c'est l'avion que l'on voit avec deux petits hélicoptères qui sont derrière. C'est ça, là? Voilà, ça c'est un hélicoptère. Et là, vous voyez, on voit un avion qui est un peu plus gros. Oui. Et on a deux petits hélicoptères derrière. Là, ils sont en phase de ravitaillement en vol. Et ils sont à petite altitude, ils sont à basse altitude. Un canon mitrailleur antiaérien pourrait les abattre. Il y a une prise de risque. Là, il y a une prise de risque. Encore une fois, et c'est pour ça, je vous remercie d'être avec nous et d'offrir aux téléspectateurs et à nous, néophytes, toutes les précisions. Je pensais qu'après 5 semaines de combat, les défenses anti-aériennes iraniennes avaient été quasiment mises hors d'état de nuire. On parlait de 90% de la propagande du bureau de la propagande militaire. Oui. Donc c'est la propagande. Non mais c'est très important parce que non mais Méridec Raffray, vous avez raison. Dans la guerre, il y a aussi la propagande normal. Et c'est la guerre de communication. Voilà. Donc si je comprends bien, il y a un décalage entre ce qui est présenté, c'est-à-dire 90% des missiles qui ont été abattus, les défenses aériennes mises à sac, et ce qui se passe sur le terrain, c'est la capacité du régime iranien de pouvoir répondre encore aujourd'hui. Alors on ne sait pas comment il a été abattu. Il a été abattu par un missile. Donc un missile est guidé avec un radar, avec un système électronique sophistiqué. Alors il peut y avoir une fenêtre d'opportunité. Il peut y avoir une compétence supplémentaire qui a été donnée au système de défense antiaérien iranien. Je vais pas aller trop loin. J'ai compris les Russes, ce que vous voulez dire. Voilà. Mais également, vous avez un système de défense antiaérien qui est fondé sur des canons mitrailleurs. Et les canons mitrailleurs, ils n'ont pas besoin de radar, c'est à vue. Vous voyez l'appareil, vous tirez, vous avez plusieurs canons, vous faites un barrage, et vous pouvez abattre. Alors ça peut être un coup de chance, l'obus tombe sur l'avion, coup de chance, ou ça peut être simplement la bonne technique de défense antiaérienne avec des moyens anciens, des moyens très classiques qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Et qui sont mobiles. Et qui sont mobiles, parce que ce type de petit canon mitrailleur, c'est le 23 mm, les Russes fabriquent du 23 mm, qui peut être bitube, sur camion, sur camionnette, vous allez très vite, vous allez très loin. Voilà. Et les avions qu'on voit sur les images, donc les avions et hélicoptères qu'on voit, sont à portée de tir de ce type de matériel. Ils sont à portée de tir. Et là, vous voyez ce qui est très intéressant, c'est que les équipages de cet avion Hercule et des hélicoptères prennent des risques. Ils sont à portée de tir, prennent des risques pour aller récupérer leurs camarades abattus. On va parler de l'opinion publique américaine, parce que ça c'est très important, de voir aussi à quel point ça peut avoir des conséquences. Ça pourrait être intéressant d'aller voir notre correspondant depuis les États-Unis dans la journée, aussi pour comprendre, pour avoir été témoin des réactions des Américains sur place au moment du début du conflit, c'est-à-dire le 28 février. Alors ça n'est qu'un témoignage, je dis pas que c'était la colère de l'ensemble des États-Unis, mais en Floride, qui est le bastion de Donald Trump,
Trump. Au moment du début de l'opération, je peux vous dire que dans les premières heures, les Américains n'étaient pas du tout conscients de ce qui était en train de se passer à des milliers de kilomètres avec l'armée américaine qui intervenait du côté de Téhéran. C'était la journée, la matinée, c'était passé exactement comme la soirée. Ils avaient plus la gueule de bois des festivités en Floride que finalement de l'inquiétude ou non de voir les États-Unis embarquer dans ce conflit. Je vous propose d'écouter l'ancien ambassadeur en Arabie Saoudite et au Qatar, Bertrand Besancenot, qui était notre invité hier. Le président Trump a annoncé je ne sais combien de fois que la guerre était presque terminée, que tout était facile, tout était gagné, etc. Alors on sait qu'il vit dans un monde un peu virtuel, mais quand même, si vous voulez, il faut tenir compte de l'opinion publique aux États-Unis. On sait que cette guerre est très peu populaire et tout dépend de la façon dont cet épisode se déroulera, parce que ceci peut à la fois conduire à un phénomène de rassemblement autour du drapeau, mais en sens inverse, si les choses se passent mal, on peut avoir également une réaction en disant écoutez, cette guerre a beaucoup trop duré, ça suffit, votre guerre à vous, il faut l'arrêter, etc. On peut avoir ce type de phénomène également, donc il faut en être conscient. Myriad Descraffret, sur l'opinion publique aux États-Unis et aussi sur le poids de cette guerre pour Donald Trump. En fait, quand Donald Trump, contrairement à ce que dit l'ambassadeur, moi je suis pas tout à fait d'accord avec lui, il parle d'abord et avant tout à l'Amérique, il parle à ses forces intérieures, il parle pas à la France, etc. Et en fait, Donald Trump, il est parti avec deux opinions publiques. La première, c'est les républicains, et jusqu'à encore la semaine dernière, j'ai encore en mémoire un sondage qui donnait que le pourcentage de plus de 80% des républicains, toutes tendances confondues, approuvait à quasiment 100% l'opération iranienne. De l'autre côté, un autre sondage expliquait que, toujours à peu près la semaine dernière, que moins de 30%, même c'est beaucoup moins de 30%, des Américains approuvaient cette opération américaine. Donc on voit bien qu'il y a un hiatus et que Donald Trump, en fait, court après le temps, c'est-à-dire qu'il a vraiment besoin de montrer les effets de son opération pour ne pas trop que son opinion, les gens qui l'ont élu, le décroche en fait au cours des semaines qui vont venir. Et on sait en particulier que chez les Républicains, il y a un petit pourcentage, 5, 7, 10% selon les sondages, qui sont très hostiles à cette opération. On parle évidemment de gens comme Tucker Carlson, mais d'autres aussi, qui a d'ailleurs été voué aux gémonies publiquement par Donald Trump il y a une quinzaine de jours, qui eux sont très 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 hostiles à cette opération. Et lorsque les midterms vont arriver, dans un certain nombre d'États, on sait que ça va jouer à très peu. Et donc c'est ça en fait l'enjeu majeur de Donald Trump dans les semaines qui viennent, et sa façon de dire que oui, bien sûr, qu'il marque des points, et on voit bien qu'il tergiverse à nouveau en fonction de ses paramètres de politique intérieure. Général Philippe Sildo, c'est toujours avec nous, ancien chef du bureau de liaison de la FINUL. Je voudrais que vous commentiez les images qu'on voit à l'antenne de ces débris. Oui. Vous avez parlé de petits débris. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire, vous le général, que un avion, c'est un F-15, c'est un gros volume. Là, on a eu en fait comme image, là, on a des petits débris qui rentrent dans un pick-up. Donc c'est des petits morceaux d'avion. On a eu quelques images d'empennage, mais des petits morceaux d'empennage. Alors, l'avion s'est complètement craché, il a explosé en vol, on ne sait pas. Il est peut-être éparpillé, les morceaux sont peut-être éparpillés, c'est une très très grande zone. Vous voyez, c'est l'inconnu qui, par moment, me fait penser que le deuxième aviateur est mort au moment de l'explosion de l'avion, peut-être. On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Mais normalement, il y aurait des bouts d'aile, il y aurait des bouts du cockpit, il y aurait des bouts du fuselage, du moteur. Le réacteur, c'est quand même un morceau très solide. Là, on a des tout petits bouts de l'avion. Donc on a, vous imaginez vraiment un crash de l'avion. En revanche, pour le pilote, on reste extrêmement prudent. J'ai cru comprendre que les pilotes ne pouvaient pas s'éjecter de manière simultanée. Il fallait un temps, parce que c'est tellement puissant quand on est éjecté qu'il faut finalement, pour des raisons de sécurité, éviter de sauter en même temps. Oui, alors j'ai demandé à un camarade qui était pilote, qui a volé sur le F-15D, qui est un autre modèle, qui est un modèle d'entraînement. Il m'a dit que effectivement, dans cet appareil-là, l'éjection n'était pas simultanée. Il séparait. Et que même les pilotes, les aviateurs pouvaient choisir de s'éjecter en même temps ou pas. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'aléatoire et qu'on ne sait pas. Donc ils ont pu s'éjecter. Alors le premier s'éjectait à un endroit, le deuxième s'éjectait à un autre endroit. Alors peut-être qu'il est resté dans l'avion plus longtemps, peut-être qu'il est allé à des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas à l'heure actuelle.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire sur ce sujet pour l'instant à 9h25 et que on va pas faire de la géopolitique fiction, de la télé-réalité de la guerre et que je vais vous remercier mon général et Mériadec, vous resterez avec nous puisqu'on en parlera aussi dans cette émission si on a de nouvelles informations. Mais vous êtes ancien chef du bureau de liaison de la FINUL, et à chaque fois je vous le dis, et à chaque fois on n'en parle pas, et un jour on va peut-être parler de la FINUL. Hein. C'est du Liban. D'accord. Ça serait peut-être intéressant. C'est une excellente idée. Peut-être qu'on en parlera aujourd'hui. Restez encore un peu avec nous, mon général. Allez, la pub, on revient dans un instant. On parlera du carburant, les Français qui souffrent, l'État impuissant. Qu'est-ce que c'est ce machin, le pré-flash carburant? C'est la nouvelle trouvaille, un pré-flash carburant. Donc c'est le ministère de l'économie qui a sorti ça de sa poche. Le lancement prochain d'un pré-flash pour soutenir la trésorerie des petites entreprises. Vous soutenez en faisant des pré-flash carburant. En vous endettant. Oui, c'est exact. L'essence. Alors on vous soutient, c'est-à-dire, chers entrepreneurs, on vous soutient. Vous allez emprunter, mais c'est un soutien. Allez, endettez-vous un petit peu plus. Restez avec nous. News, on poursuit l'heure des pros ce matin et nous sommes en direct. Nous parlerons du carburant dans un instant et je remercie Nicolas Mélian d'être avec nous, expert énergie, Georges Fenech toujours là, Alexandre Devecchio bien sûr, Judith Vintraube, Mériadec Raffray et Muriel Watnin-Melki. Merci d'être avec nous, maître. Vous êtes avocate et présidente de l'Organisation juive européenne. Nous reviendrons aussi sur l'actualité majeure de ce week-end. C'est l'information d'hier, à savoir que Rima Hassan sera jugée pour apologie du terrorisme le 7 juillet prochain, mais sera aussi devant le tribunal le 16 septembre pour d'autres faits. Nous en parlerons en longueur avec vous dans un instant. Mais avant cela, c'est la hantise de tous les Français. Ils la subissent depuis maintenant 5 semaines, cette hausse du carburant. Et effectivement, c'est très intéressant aussi de voir que les médias et la presse régionale est au plus près des préoccupations des Français. Regardez, tout le monde en parle. Le Courrier de l'Ouest, l'Aisne, l'Union, la Maine, le Parisien. Faut-il craindre une pénurie? Parce que c'est l'inquiétude. Et souvent, quand le gouvernement nous dit quelque chose à J+1, ça m'inquiète parce que je sais que 3 semaines plus tard, ils vont nous dire l'inverse. Et encore 3 semaines, je suis plutôt heureux. Ils nous avaient dit, il n'y aura pas de crise énergétique, il n'y aura pas de crise, ne vous inquiétez pas. Boum, on se tape une crise énergétique, il n'y aura pas de pénurie. Donc, écoutez, faites attention avec les stocks, bien évidemment. Le terrain, parce que des Français sont sur la route, c'est le week-end pascal. Certains d'ailleurs, vous savez que ont décidé de changer leurs vacances eu égard à ce qui se passe avec le carburant, c'est-à-dire que ça coûte tellement cher qu'ils ont décidé de partir différemment et non pas de prendre la voiture. Tancred Guillotel est avec nous depuis une station-service. Cher Tancred, vous avez pu interroger ces Français qui sont sur la route et qui voient ces prix exploser depuis 5 semaines. Oui, c'est ça exactement. Je me trouve sur l'autoroute A10 avec Timothée Forget en ce moment, un axe qui est très prisé puisqu'il permet aux automobilistes en ce début de week-end pascal de se diriger à la fois vers le centre et l'ouest de la France. Beaucoup s'arrêtent ici à la pompe, comme vous pouvez le voir sur les images de Timothée Forget. Ici, pas de pénurie de gasoil et les prix sont plafonnés et je me trouve justement avec Yves. Yves, vous, ces prix de l'essence qui augmentent, ça vous inquiète? Comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Bien sûr, comme tout le monde. Maintenant, je pars avec ma petite famille parce que j'ai les moyens. Heureusement que l'État-Station Totale, pour l'instant, plafonne leur prix, ce qui permet de faire un petit peu d'économie. Mais autrement, c'est fort inquiétant. On va arriver à 3 € dans quelques jours. C'est sur l'autoroute, c'est peut-être déjà le cas. Maintenant, forcément, avec ce qui se passe en Iran, ça va durer encore quelques temps. C'est inquiétant pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci Timothée. Autre témoignage édifiant que l'on a pu recueillir également, eh bien c'est celui d'une famille belge qui se rendait en Espagne. Elle a fait son plein en Belgique ce matin et l'objectif pour elle, eh bien c'était de consommer le moins possible en France afin, une fois arrivée en Espagne, de faire à nouveau un gros plein là-bas où l'essence est moins chère. Vous imaginez, très intéressant. C'est-à-dire, on fait son plan en Belgique. Ensuite, c'est la route de la mort. La France, il faut surtout faire très attention de pas trop dépasser. Et ensuite, on arrive en Espagne et là, on est rassuré. Vive l'Europe et vive évidemment la France. Témoignage, cette semaine, j'ai voulu faire le plein. J'étais avec une voiture diesel. C'était dans le sud-est de la France. Je vais à la pompe, je vois marqué 2,79 € le litre. Je me dis, mais 2,79 € le litre?
Je vous ai pas demandé un massage minute, je vous ai demandé juste de pouvoir faire. Et vous rendez compte, et ça c'est le quotidien. Alors nous on est privilégiés, attention, mais sur Europe 1 par exemple, je donne la parole à tous les Français, quels qu'ils soient, des infirmiers, des entrepreneurs, des transporteurs routiers. Ils sont tous en souffrance. J'ai le témoignage d'une femme qui avait dit, mon mari, je le voyais tous les jours à la maison de retraite. Tous les jours, mais c'est à 30-40 kilomètres aujourd'hui, parce que ces prix sont en train d'exploser, eh bien, je suis obligé de réduire le nombre de visites. Et je le vois que 2 à 3 fois. Nicolas Mélian, est-ce que vous qui êtes expert énergie, vous avez une perspective plutôt rassurante des prochaines semaines où il va falloir dire la vérité aux Français? Il va falloir dire la vérité aux Français. On va souffrir encore pendant un petit moment. J'aimerais beaucoup avoir une perspective rassurante. Vous l'avez dit, en fait, les prix du diesel aujourd'hui, ils sont plus hauts en fait depuis 40 ans. Donc quand vous allez à la pompe, le prix moyen la semaine dernière c'était 2,20 €. Cette semaine probablement ça a encore augmenté. On a une pénurie mondiale de diesel qui a été orchestrée par premièrement la guerre en Ukraine à partir de 2022 où on s'est privé de notre principal fournisseur de diesel et de pétrole. On a perdu toute marge de manœuvre et là avec le conflit au Moyen-Orient et le détroit d'Ormuz qui est bloqué, malheureusement, ça a empiré la crise. Même aux États-Unis, d'ailleurs, c'est pour ça que Donald Trump fait très attention à ce qu'il dit. On pourrait atteindre aussi des records sur le prix du diesel. Donc les perspectives, malheureusement, comme je le dis, vous savez, les détroits d'Ormuz, c'est un peu l'artère mondiale de l'économie qui est bloquée actuellement. Et le docteur, c'est Donald Trump. Donc voilà, il faut avoir confiance en ce qu'il va pouvoir faire. Aujourd'hui, en fait, la seule chose qu'on voit, c'est qu'il a malheureusement perdu la main. Donc il va falloir faire un petit peu attention. Alors moi, le seul conseil que je donne, mais ça orchestre un petit peu la pénurie, j'étais venu il y a un mois sur votre plateau, j'avais dit, allez vous servir chez Total, bien sûr, et plutôt avec du samplon 98, parce qu'en fait, il y a plus d'énergie. Donc vous consommez 10% de moins, ça les gens ne savent pas, mais on consomme 10% de moins quand on fait du SP 98. Bref, donc les perspectives, le problème c'est quand on regarde l'État, moi je me suis intéressé à un chiffre cette semaine et je voulais vous en parler parce que on a fait le calcul. On a fait le calcul de ce qui s'est passé en mars. L'État a gagné 270 millions. Voilà. Donc on a gagné 120 millions d'euros en plus sur la TVA et je crois et 150 millions d'euros en plus sur la TICPE. Oui, mais vous savez qu'on a gagné en plus, mais on a perdu beaucoup d'argent parce que les intérêts nous ont coûté 300 millions d'euros en plus. Mais personne ne s'est posé la question de ce calcul. D'où vient ce calcul de 300 millions d'intérêts en plus? Comment est-ce qu'on calcule les intérêts à la dette? Je le fais très rapidement pour nos auditeurs, parce que c'est quand même tôt le samedi matin. C'est compliqué. Pas pour tout le monde, on est en pleine forme, Nicolas. Voilà. Donc on a emprunté 30 milliards d'euros. Les intérêts en plus, c'est lié à l'augmentation du taux d'intérêt. Quelle était la valeur du taux d'intérêt de la France sur les 6 derniers mois? 3,5%. Quelle était la valeur du taux d'intérêt moyen en mars? 3,5%. Où sont les 300 millions d'euros? Moi, je pose la question au gouvernement. D'où vient ce chiffre? D'où vient ce calcul? Est-ce que c'est pas juste pour compenser exactement les 270 millions d'euros? On a vraiment, vous en parlez, bien évidemment, c'est ça qui avait déclenché la crise des gilets jaunes. Les gens qui habitent à la campagne, dans les milieux ruraux, qui doivent faire, vous le disiez, cette dame qui peut plus aller voir son mari, c'est dramatique. C'est insupportable. Tous ces gens-là, et puis les marins pêcheurs, les transporteurs, etc. Tous les pays européens font des efforts. Tous les pays européens ont baissé la fiscalité, et il y a que la France qui nous fait un calcul qu'elle sort de son chapeau pour justifier de ne rien faire. Et elle continue de sortir, alors là, des machins de son chapeau, comme vous dites. Là, maintenant, c'est le prêt flash carburant. Ils vont être contents, c'est-à-dire vraiment les entrepreneurs, pour soutenir la trésorerie des petites entreprises les plus exposées à la flambée des prix du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient. Des sommes de 5 à 50 000 euros pourront être prêtées à un taux de 3,8%, sans garantie aux très petites entreprises et aux PME des secteurs éligibles, transport, agriculture, pêche, dont les dépenses de carburant représentent au minimum 5% du chiffre d'affaires. Bref, on dit, endettez-vous un peu plus, et vous avez un prêt de 3,8%. Donc c'est insupportable. Encore une fois, les entrepreneurs vont vous dire, mais vous nous prenez pour des imbéciles. Vous avez besoin de quoi? De mettre le pays à l'arrêt pour que vous ressortiez le chèque magique? Alors depuis 10 ans, vous avez fait n'importe quoi avec l'économie française. Est-ce qu'on peut Georges Fenech. À Nicolas sur le fait que aujourd'hui, on le sait, on manque pas d'électricité. On en a en surplus d'ailleurs. On a des centrales qui. Or, on est en train de subventionner donc la transition écologique, donc l'éolien, à hauteur de 8 milliards d'euros. Est-ce que il serait insensé de faire un moratoire sur cet argent qu'on donne, finalement, qu'on subventionne sur l'éolien alors qu'on n'en a pas besoin tout de suite, et de permettre à ceux qui sont vulnérables, fragiles, notamment les marins-pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs, est-ce qu'on pourrait pas prioriser cet argent sur cette catégorie-là? Je pense que vous avez malheureusement bien résumé le sujet. Moi, je le dis assez régulièrement.
on dépense effectivement des dizaines de milliards d'euros par an pour subventionner des énergies dont nous n'avons pas besoin, parce que nous en avons déjà trop, et derrière, on nous dit, les poches sont vides. Mais où est passé l'argent? Ben, on le sait. Il est passé pour construire ces panneaux solaires, ces éoliennes dont nous n'avons pas besoin. Le lobby. Judith Vintraube. Oui, il y a un instrument, parce que la TVA, vous savez, c'est européen, on peut pas la baisser comme on veut, on peut reverser une partie du produit si on le veut, mais on peut pas la baisser comme on veut. Il y a un truc qu'on peut totalement modifier et qui a un lien direct avec le financement d'énergie renouvelable dont on n'a pas besoin, c'est le certificat d'économie d'énergie, qui est un scandale absolu. Ce machin existe depuis une vingtaine d'années, corrigez-moi si je me trompe. La Cour des comptes a produit un rapport en 2023 pour dire que ça représentait 164 € en moyenne, en plus sur la facture énergétique des ménages, 164 €. Ça veut dire 4,3% de la facture d'énergie est dédiée à ce machin, certificat d'économie d'énergie, qui prétend toucher uniquement les fournisseurs et qui en fait touche le consommateur et qui par ailleurs a un impact tout à fait minime sur la vertu de nos consommations d'énergie. Nicolas, je vais avoir votre analyse dans un instant. Je voudrais qu'on écoute des Français justement qui s'inquiètent parce que après la hausse des prix, il y a aussi la pénurie. Quasiment plus de 10% des stations-service en France sont touchées au moins par un carburant dans la station aujourd'hui à sec. Les petits trajets, on évite de déplacer les véhicules. Les trajets inutiles, bon, on n'utilise pas les voitures en transport en commun. Vous savez, c'est le prix de litre de gasoil, ça a dépassé quand même 2 €. Hein. On est obligé de faire attention maintenant. Maintenant, je préfère voyager par les moyens de transport en commun ou éviter de prendre la voiture le moins possible, oui. Personnellement, j'arrive de Martinique, le carburant est bien moins cher qu'ici. Mais là, le prix du carburant, c'est inacceptable. C'est une catastrophe parce qu'on est obligé de faire attention à nos trajets, de sortir de l'autoroute pour prendre de l'essence pour pas que ce soit trop cher. Et puis, comme c'est pas prêt de s'arrêter, j'imagine. Je reçois un témoignage sur les réseaux sociaux. Ma mère allait chez le kiné 3 fois par semaine avant la hausse des prix du carburant. Elle était déjà très juste. Bien, c'est passé à 2 fois et prochainement 1 fois si ça continue d'augmenter. Voilà le quotidien. Et c'est vrai qu'on est très loin des préoccupations des grands ministères parisiens déconnectés de ce qui se passe pour des millions de Français. Dans les zones rurales, la trottinette électrique, ça ne marche pas. D'accord? On peut pas faire ces déplacements-là. Surtout la politique qui a consisté à extraire les personnes avec des revenus moyens ou moyens moins des centres-villes, des grandes métropoles boboisées. Ces gens-là ont été obligés d'aller de plus en plus loin pour habiter. Et par exemple la Bretagne que je connais bien, quel salarié, petit salarié a aujourd'hui la capacité d'acheter à Rennes, à Vannes, dans les grandes villes. Donc ces gens-là vont dans les campagnes et donc ils sont doublement taxés. À chaque fois qu'ils prennent leur voiture le matin et le soir, ils sont les premières victimes de cette hausse des carburants. Et il faut bien comprendre que si les Français, si l'État aujourd'hui est incapable de réagir comme le fait l'Italie, comme le fait l'Espagne ou encore la Belgique, c'est quoi? C'est parce que vous avez été incapable depuis 10 ans de réduire la dépense publique, la réduction de la dépense publique, que notre déficit public, il était XXL et que aujourd'hui on est désormais au million près. Vous avez raison. Alexandre Devecchio. Il prétend d'être au million près, mais je pense qu'en plus c'est une mauvaise politique économique parce que qu'est-ce qui va se passer si les prix continuent d'augmenter? Des boîtes vont faire faillite, la croissance va être en berne, la dame qui va pas chez le kiné, c'est ça en moins pour le kiné, qui va moins consommer, donc il y aura à la fin moins de rentrées fiscales dans les poches de l'État. Donc c'est une politique absurde. Baisser les taxes, ça permet de maintenir la croissance et en fait de continuer à faire qu'il y ait des rentrées fiscales pour l'État. Donc moi je pense qu'en plus c'est une politique qui ne permettra pas de faire les économies supposées. Mais imaginez un seul instant que vous ayez, mais c'est un rêve évidemment, un ministre de l'économie qui vous dit écoutez voilà j'ai cette feuille, c'est toutes les économies qu'on pourrait faire aujourd'hui. Du moins, c'est toutes les dépenses qui ne sont pas existentielles pour la France. En revanche, on a un besoin existentiel pour les Français, c'est de les soutenir dans cette crise énergétique. On va décaler. Est-ce que peut dépenser 4 milliards
pour l'audiovisuel public l'année prochaine, c'est essentiel. Est-ce qu'on peut pas le réduire un tout petit peu pour utiliser une partie de l'argent? Est-ce que le CESE, ces économies, on peut les faire? Est-ce que l'AFD, les milliards qu'on donne pour l'Agence France Développement, on peut peut-être le réduire pour le donner aux agriculteurs, on n'a même pas encore cité l'ADEME. Voilà, donc il y a peut-être des moyens de transférer les dépenses publiques. Il y a plein de moyens de faire des économies budgétaires, mais là c'est pas le contexte. Je vais même pas vous dire de faire des économies, c'est d'utiliser l'argent directement pour les Français qui sont en souffrance. Mais c'est même pas utile, il y a un budget. Ah bon, c'est pas utile. Enfin, c'est pas utile. C'est utile à long terme, mais là on est dans une crise à court terme. Et par ailleurs, on a voté un budget et on a du surplus. L'État est en train de s'enrichir sur l'augmentation des prix du carburant, donc il cesse de s'enrichir. Et qui permettent de soutenir la croissance et l'activité. 270 millions, et c'est une fourchette, ils sont prudents sur le chiffre aussi, c'est sur le mois de mars, donc à la fin de l'année c'est quasiment 3 milliards. Il y aura donc, Nicolas Mélian, à court terme. En fait, en fait c'est finance son impéritie, finance son impuissance. Judith. Oui, c'est vrai qu'on est très endetté, mais à long terme, il faudra pas faire une politique, mais un budget. Ils nous ont pris pour des imbéciles la semaine dernière en expliquant que le déficit public était moins pire que prévu de 0,7 points. Faut juste rappeler ce qui s'est passé, c'est que si ce déficit il était de 5,1 au lieu de 5,8 ou 5,7, c'est tout simplement que vous avez eu une hausse des taxes et des impôts et que vous n'avez pas eu 1 euro d'économie de dépenses publiques en moins. Nicolas Mélian, il a posé une bonne question. Alexandre Devecchio, à court terme, qu'est-ce que l'expert énergie propose à court, moyen et long terme en 1 minute? À court terme, c'est assez facile. L'État l'a déjà fait en 2022. Ils avaient appelé ça la ristourne. En fait, qu'est-ce que c'est la ristourne? On réduit le montant de la TICPE, qui est le gros bloc, c'est-à-dire si je dis pas de bêtises, 61 centimes sur le litre de diesel et 67 centimes sur le litre de carburant. Donc ça, on le réduit temporairement pour donner de l'oxygène. Mais on n'a plus d'argent, on peut pas le faire. Et à moyen terme, de toute façon, il faut que Emmanuel Macron, qui discute a priori régulièrement avec le président iranien, trouve un deal avec le régime iranien pour relaisser passer les bateaux qui circulent entre le Golfe et la France. Mais le problème, si vous voulez, du coût de l'énergie, ce que n'a pas compris Donald Trump, c'est que ça dépend pas c'est un coût mondial, en fait. Donald Trump, qui n'a pas besoin d'énergie, qui est net exportateur, est autant impacté que nous, qui sommes importants à 90% de notre énergie. Donc, il faut qu'on libère d'une manière ou d'une autre ce détroit d'Ormuz. Et pour l'instant, malheureusement, quand on regarde les positions américaines et iraniennes, à moins d'un changement de régime, ça va prendre un petit peu de temps. Une dernière question sur les questions de défense cette fois-ci, et le détroit d'Ormuz. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé entre 9h et 9h30, puisqu'on était sur cette recherche, cette course contre la montre pour retrouver le pilote américain. Ce détroit est évidemment l'un des axes majeurs de cette guerre également. Exactement. Je disais il y a 3 semaines, c'est le piège cynique, enfin. Le gros piège en fait des Iraniens. Nicolas Mélian citait tout à l'heure les bateaux. Je pense que vous faisiez référence au bateau de CMA-CGM qui est il y a 48 heures qui est passé. Donc on voit bien que les Iraniens jouent de manière très maligne sur leur capacité aujourd'hui de tenir le détroit. Il y a 3 semaines ou un mois, le détroit était libre. Aujourd'hui, le détroit est tenu par les Iraniens qui imposent une taxe au passage. Et qui jouent en fait sur les lignes politiques. Ils font passer les Chinois, ils font passer les Indiens, ils font maintenant passer peut-être les Français. Donc et bien sûr tout ça pour énerver encore plus Donald Trump. Et donc c'est un sujet majeur. Et d'ailleurs c'est pas seulement le sujet du pétrole, c'est qu'on a découvert avec la fermeture des détroits d'Ormuz que tout le long des côtes du Golfe Persique, il y avait d'énormes raffineries, d'énormes aciéries, d'énormes industries chimiques, notamment pour les questions d'engrais. Et tous ces sujets-là vont désormais de plus en plus impacter nos entreprises de manière progressive au-delà de l'essence. C'est un vrai sujet. Je remercie Phil qui m'envoie un message. Cher Elliot, ici à la frontière espagnole, à Irún, le gasoil est à 1,75 le litre. Pourquoi il y a un tel écart, Nicolas Mélian? Les taxes. C'est simplement les taxes. C'est-à-dire que quand vous faites votre plein, vous faites d'abord les pleins des poches de l'État, et puis après vous faites le plein de carburant. Vous avez plus de la moitié, plus d'1 euro de taxes, si vous voulez. Et on le dit pas, mais si vous parlez des certificats d'économie d'énergie, eh bien ils ont augmenté de 6 centimes au début de l'année. 18 centimes. Non, mais ils sont passés de 12 à 18. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur cette hausse du début d'année? Vous avez une société qui est déjà sous haute tension pour 1001 raisons. Des Français qui sont au centime près et qui se rendent compte qu'aujourd'hui, face à la crise énergétique, alors on est indirectement
impactée, parce que la France n'est pas intervenue dans ce conflit. Elle n'intervient pas offensivement dans ce conflit, bien sûr. Donc c'est la guerre au Moyen-Orient qui a provoqué cette hausse. Mais vous pouvez jouer sur les taxes, et c'est ce que vous dites depuis C'est la guerre au Moyen-Orient, mais malheureusement, Elliot, moi je pense personnellement qu'on aurait pu faire quelque chose sur le conflit d'avant. Sur la guerre en Ukraine. Bien sûr, parce que c'est ça le début du problème. Si on n'avait pas eu cette guerre en Ukraine et qu'on s'était pas privé des capacités de la Russie, il n'y aurait pas de souci. D'ailleurs, la Russie nous a proposé du pétrole, nous a proposé du diesel, mais nous, en bon européen, on le refuse. On ne veut pas toucher de ce pétrole sale. On préfère l'acheter par l'intermédiaire de l'Inde, qui a raffiné du pétrole russe pour nous le revendre en diesel. Et on le paye 2 fois plus cher. Et on le paye beaucoup plus cher. Donc on est vraiment le dindon de la farce. Là, aujourd'hui, on est en train de prendre l'addition, en fait, de la politique internationale d'Emmanuel Macron. On est aujourd'hui dans une nasse et on la pécache. Alors, ce qui est intéressant, allez, on va finir par un signal positif. Ouais, bah, dis donc, moi, vous m'avez déprimé. Et merci aux téléspectateurs. Je le dis, n'hésitez pas à apporter vos témoignages. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre quotidien depuis 5 semaines face à la hausse des carburants? Je vous citerai tout au long de l'émission. Et c'est saisissant de voir, lorsqu'on tend le micro aux auditeurs d'Europe 1, le nombre de personnes qui vous expliquent à quel point c'est une bascule dans leur quotidien professionnellement, mais aussi pour leur vie privée. Nicolas, pardonnez-moi. Oui. Un point positif, allez-y. Rassurez-nous. Vous connaissez le pays, la France, ce pays non aligné sur les puissances. Premier pays d'ailleurs qui avait reconnu la Chine par le général de Gaulle. Qu'est-ce qui s'est passé hier au Conseil de sécurité des Nations Unies? Vous aviez une résolution pour libérer par la force le détroit d'Ormuz. Qui s'y est opposé? 3 pays: la Russie, la Chine et la France. Donc ça, c'est un point positif. C'est pour ça que quand vous parlez de trouver un deal avec l'Iran, mais ça, c'est un message. C'est à quel prix? Oui, mais c'était un message pour les Iraniens qui nous ont laissé passer un bateau, c'est-à-dire qu'on est probablement en train de discuter avec eux, mais une fois de plus, si les bateaux passent, mais malheureusement, vous savez, le détroit d'Ormuz va devenir, c'était gratuit avant la guerre, ça va devenir payant. Tous les bateaux paieront 1 à 2 millions de dollars en yuan, et de toute façon, ça c'est, entre guillemets, c'est plié. On ne reviendra pas à un détroit d'Ormuz ouvert et gratuit. C'est fini. Comme le canal de Suez qui coûte 4 fois moins cher, 500 000 $. Et désormais, vous avez une deuxième menace qui pèse et qui joue pour les Iraniens, c'est la menace à nouveau d'une fermeture du détroit de Bab el-Mandeb. Les Houthis ont commencé à envoyer des signaux en tirant à nouveau sur Israël. Et donc le signal politique est envoyé très clair. Si vous faites une entrée en force à Hormuz, nous allons à nouveau bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, 20% du commerce mondial et une très grande majorité du commerce avec les Européens. Voilà où on en est aujourd'hui. Je constate que lorsqu'il y a un surplus de 270 millions d'euros, c'est juste pour le mois de mars. On va voir ce qui va se passer parce que pour le mois d'avril, s'il y a une augmentation, si on était à 270 millions d'euros de surplus à niveau des taxes pour l'État, on risque d'être à beaucoup plus pour le mois d'avril. Pas forcément, parce qu'il y a eu un effet, si vous voulez. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait début mars. Quand je vois le gouvernement qui me dit que je dois pas m'inquiéter de la pénurie, la première chose que je fais, c'est que je viens dans ma voiture et je vais à la station essence pour faire le plein. Et a priori, je suis pas le seul. Et donc, il y a eu un effet, entre guillemets, un effet d'aubaine, où on a une surconsommation, et ça, c'est les 150 millions qu'on a eu en plus. Attention, parce que là, on parlait des stations essence, 15% de pénurie, les gens vont commencer à un peu moins rouler. Quand les prix sont élevés, vous commencez à avoir de la destruction de la consommation. Là, va perdre beaucoup plus qu'il aura donc là, gagné vous d'un avez, côté, il va pas forcément gagner beaucoup plus. Et moi, ce qui me préoccupe un peu, Elliot, si vous voulez, c'est qu'à la fin du mois, vous avez les vacances. Et généralement, les vacances, qu'est-ce que font les Français qui ont plus de chance, c'est qu'ils partent en voyage. Et là, ce serait quand même bien que les stations-service puissent les alimenter en carburant. Parce qu'il y a la crainte de la pénurie, mais au moins Total a effectivement bloqué, plafonné, qui a d'ailleurs créé les pénuries. C'est ça qui a entraîné les pénuries. On voit bien d'ailleurs que le blocage des prix n'est pas la solution, puisque beaucoup de stations Total se sont fait dévaliser. Il est 9h52 sur CNews. On a pris un peu de retard, mais on a parlé de la préoccupation majeure des Français aujourd'hui, à savoir le carburant. Je vais remercier Nicolas Mélian, Muriel Waknin-Meski. Vous restez bien évidemment avec nous, puisqu'on va parler dans un instant de Rima Hassan, qui sera jugée le 7 juillet prochain pour apologie du terrorisme. Et c'est très intéressant de voir à quel point les médias se sont embarqués dans cette histoire de drogue ou pas drogue dans le sac au moment de la garde à vue. Le fait est que Rima Hassan, pour la première fois, sera devant la justice, répondra de ses actes devant la justice le 7 juillet prochain. Mais ce n'est qu'une première étape, puisqu'elle sera aussi devant la justice en septembre avec 2 chefs d'accusation supplémentaires. On en parle dans quelques instants après la pub. Restez avec nous.
Marine. Bonjour Elliot, bonjour à tous. On commence avec cette annonce de Bercy promise pour, je cite, soulager les petites entreprises les plus exposées à la flambée des prix du carburant. Le ministère de l'économie s'apprête à lancer un pré-flash carburant pour soutenir leur trésorerie. Des sommes de 5 000 à 50 000 euros pourraient être prêtées au taux de 3,8% sans garantie pour les TPE et PME. Cela concernerait des secteurs bien précis tels que la pêche, les transports ou encore l'agriculture. Ces nouvelles attaques iraniennes menées cette nuit et ce matin au Moyen-Orient, Téhéran a visé le centre d'Israël. Un homme de 45 ans a été blessé. À Bahreïn, des débris de projectiles ont fait 4 blessés. 2 immeubles ont été endommagés à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Et puis la Turquie affirme qu'un second navire appartenant à un armateur turc a traversé le détroit d'Ormuz. Jeudi, c'est un porte-conteneur français qui a été autorisé à traverser cette zone contrôlée par l'Iran. Depuis le début de la guerre, le trafic dans le détroit a chuté de 90%. Merci, chère Marine Sabourin, pour le point sur la formation. Georges Fenech est toujours avec nous, Judith Vintraube, Alexandre Devecchio, Muriel Wagnin-Melki est restée avocate et présidente de l'Organisation juive européenne. Nous serons dans un instant avec vous pour parler de Rima Hassan. Je salue Arthur de Vatrigan, qu'on retrouve normalement le samedi à 19h. Mais lorsque j'ai découvert la une de l'Incorrect, votre magazine, je vous ai demandé de venir avec la semaine que nous avons vécue lors de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Charles Aloncle, qui a été interrogé par vos soins, j'accuse avec cette photo de Charles Aloncle, et nous reviendrons notamment sur les échanges qu'il y a pu avoir avant-hier entre Xavier Niel, lunaire, vous dites. Lunaire. Ah oui, c'est un peu pathétique, plus que lunaire. Presque 3 heures, j'avais pas vraiment le temps de regarder tellement c'était d'une violence. Je suis fasciné de voir à quel point un homme qui a autant de responsabilités peut perdre ses nerfs, perdre son sang-froid. Vous parlez de naufrage, Georges Fenech, nous en parlerons après, et nous reviendrons en longueur sur cette commission d'enquête, sur le rapporteur Charles Aloncle. Je constate que cette commission d'enquête est la cible de plus d'attaques et plus compliqué pour le rapporteur comme pour le président de se tenir que la commission d'enquête qui avait eu sur les liens potentiels entre les partis politiques et les réseaux islamistes. On en est là en France, c'est-à-dire de se dire que de faire une commission d'enquête sur l'audiovisuel public, la transparence, l'équilibre, les comptes, ça devient plus compliqué que de voir si potentiellement il y a des liens entre des partis politiques et des réseaux islamistes. Et je salue Jean Sévilla, et je vous remercie d'être avec nous, cher Jean Sévilla. J'ai pensé à vous tout au long de la semaine. Parce que je vais vous demander. Non mais cher Jean, parce que vous avez publié un livre il y a 25 ans qui a été réédité ces derniers mois, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, et je me dis il vous manque un chapitre. Peut-être vous pourriez faire tout un tome sur ce que CNews vit. Toutes les semaines, je pourrais faire un nouveau chapitre. Je suis d'accord, mais enfin, ce dont est victime CNews depuis une semaine, mériterait. Cas emblématique. Vous parlez de cas emblématiques, et vraiment, j'ai hâte d'avoir votre analyse. Je vous ai pas eu tout au long de la semaine. J'ai hâte d'avoir votre regard sur ce que CNews a subi cette semaine, et ça n'est pas terminé puisque ce matin, bien évidemment, le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, était l'invité du service public de France. Les choses ont changé, visiblement. Mais avant cela, revenons sur l'une des informations du week-end avec vous, Muriel Wagnin-Melki. Elle a été entendue à 2 reprises en 2 jours par la police à Paris. L'eurodéputé dénonce un harcèlement judiciaire et politique, des propos tenus lors d'une conférence de presse au lendemain d'une garde à vue pour apologie du terrorisme. Elle sera jugée pour ces accusations-là, extrêmement lourdes, le 7 juillet prochain. Voyons le sujet, parce que cette conférence, sa stratégie, tout le monde la connaît, c'est l'inversion accusatoire, stratégie victimaire, mais les faits sont têtus. Le 7 juillet prochain, Madame Rima Hassan, qui est présumée innocente, devra répondre de ses actes devant la justice pour apologie du terrorisme, et ce n'est que le début d'une suite judiciaire qui pourrait être extrêmement longue pour elle, puisqu'il y a de nombreux cas qui sont actuellement traités. Ce vendredi, Rima Hassan s'est exprimée lors d'une conférence de presse à Paris. L'eurodéputé dénonce une pression judiciaire qu'elle juge politique. Je fais l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire, politique, exclusivement en raison de mes opinions politiques, et j'en veux pour cause la temporalité de cette dynamique de harcèlement qui a commencé dès mon entrée en politique, puisqu'il se trouve que je suis convoquée pour apologie du terrorisme avant même qu'il y ait élection, avant même qu'on arrive à l'échéance des élections des européennes. La veille, elle avait été placée en garde à vue pour apologie du terrorisme après un message publié sur X. Et ce vendredi,
Elle a de nouveau été entendue dans 2 enquêtes distinctes, liées à plusieurs plaintes d'associations. À ses côtés, son avocat conteste fermement la procédure. Il dénonce notamment un contournement de l'immunité parlementaire. Nous ne pensons pas que ces différentes violations du secret de l'enquête, parce que elles en sont, seraient des violations qui seraient fortuites. Nous pensons qu'elles ont été planifiées, nous pensons qu'elles ont été organisées depuis le début pour porter atteinte à l'image, à la réputation de Rima Hassan. Autre point de tension, la découverte de drogue de synthèse lors de sa garde à vue. Rima Hassan affirme qu'il s'agit de CBD à usage médical et conteste toute infraction. Des analyses complémentaires sont en cours, assure le parquet. Le premier procès est attendu le 7 juillet prochain. Et je vais absolument pas aller sur le terrain de la drogue depuis 48 heures. Je pense que ça n'a aucun intérêt pour l'instant. L'enquête est en cours, savoir si oui ou non. Ça sera une enquête dans l'enquête, mais les faits sont têtus. Madame Rima Hassan sera devant les juges le 7 juillet prochain pour apologie du terrorisme. Muriel Wagner-Malki. Oui, elle aura enfin à venir s'expliquer devant ces juges qui vont évoquer en fait le tweet qu'elle a commis le 26 mars dernier et qui évoqueront très certainement aussi les éléments de contexte, c'est-à-dire ses précédentes publications dont il est vrai pour certaines nous avions nous à l'Organisation juive européenne déposé certaines plaintes qui ont fait l'objet de classements sans suite et je le dis ici que nous n'avons pas contesté. C'est-à-dire que nous n'avons pas forcé la justice à instruire ces classements sans suite. Nous aurions pu le faire. C'est un choix. Nous ne l'avons pas fait. Ces classements sans suite seront très certainement évoqués. Le parquet a communiqué très largement dessus, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Et devant les magistrats, elle aura à expliquer en fait en quoi elle considère, elle, que les propos qu'elle a pu tenir ne constituent pas l'infraction d'apologie du terrorisme. Alors, moi, je rappelle simplement, Elliot, que dans cette semaine qui vient de s'écouler, la Cour de cassation a rendu une décision majeure que l'OJE a obtenue. Nous avons fait tout le parcours depuis le tribunal correctionnel devant la Cour d'appel et enfin devant la Cour de cassation, qui est venue rappeler que présenter sous un jour favorable des actes terroristes constitue une apologie du terrorisme et qu'on ne peut pas considérer que c'est de la résistance et que si l'on porte le jugement égalitaire entre acte de terrorisme et résistance, c'est considéré comme une apologie du terrorisme. Donc cette jurisprudence que nous avons obtenue et qui vient poser et réaffirmer un courant jurisprudentiel qui était déjà assez présent, vient rajouter en fait des éléments probants que les propos tenus par Madame Rima Hassan sont, à notre sens, véritablement constitutifs de cette infraction-là. Rima Hassan risque quoi le 7 juillet prochain ? La prévention, c'est-à-dire la peine qui est prévue par le code pénal, c'est une peine qui va jusqu'à 7 ans, parce que les propos ont été tenus en ligne. Donc 7 ans de prison. Oui, 7 ans de prison, une amende à plus de 150 000 euros. Et il faut rappeler aussi, et une peine d'inéligibilité. Qui peut aller jusqu'à 10 ans. Qui peut aller jusqu'à 10 ans, qui, en principe, est obligatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la juridiction rentre en voie de condamnation, elle doit prononcer une peine d'inéligibilité. Elle se posera la question de savoir s'il y a une exécution provisoire, on connaît cette problématique ou pas, qui sera ordonnée par la juridiction, c'est un autre sujet. Mais je veux quand même préciser une chose. Cette prévention, et je parle ici sous le contrôle de Georges Fenech, elle est importante. 5 à 7 ans de prison, ce n'est pas rien. Si le législateur a prévu une peine de prison aussi importante, c'est parce que l'on sait que des propos de cette nature-là peuvent inciter d'autres personnes à commettre des passages à l'acte terroriste. C'est bien la volonté du législateur. Et je disais tout à l'heure, ce n'est qu'une première étape. Et c'est très intéressant de voir à quel point les médias sont allés très vite sur le terrain de ce rendez-vous judiciaire le 7 juillet prochain, mais très vite aussi sur la suite, puisque à l'issue des auditions de vendredi, 2 autres convocations lui ont été délivrées pour une audience devant le tribunal correctionnel le 16 septembre prochain, pour les chefs, non pas d'accusation, mais de prévention publique directe ou non suivie des faits, à commettre un crime ou un délit. Et c'est dans l'un de ces faits-là, c'est vous, maître, qui avez porté plainte. Alors, c'est l'Organisation juive européenne qui a déposé plainte pour un poste encore de Madame Rima Hassan qui nous semblait, nous, constituer une apologie du terrorisme. Le parquet, vraisemblablement, et je parle sous réserve parce que nous n'avons pas eu d'autres informations que celles données par la conférence de presse de Madame Hassan, le parquet aurait opéré une requalification en parlant désormais d'apologie de crime. Donc nous verrons bien la manière dont la justice a traité en fait les propos tenus par Rima Hassan. Le fait est que effectivement, à un moment donné, à force de commettre des postes qui sont
hautement problématique parce qu'elle bénéficie d'une audience très large, Madame Rima Hassan. Regardez un petit peu la conférence de presse qu'elle a tenue, comment elle a été répercutée et reprise sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'elle poste des propos, ces propos sont vus, lus, repostés, commentés, et derrière ça draine inéluctablement quantité d'infractions, c'est-à-dire que les gens, quand ils commentent, eux aussi rajoutent soit la provocation à la haine, soit des apologies du terrorisme ou autres. Et donc c'est bien en fait cela que la justice à un moment donné a décidé de prendre en considération pour mettre un cran d'arrêt, je pense, à la manière dont s'exprime Madame Rima Hassan sur les réseaux sociaux, qui n'est pas de la liberté d'expression, qui rentre à notre sens. Je rappelle que sur ces deux, la convocation pour le 16 septembre, elle lui est reproché d'avoir reposté sur son réseau social un article mentionnant que le Hamas traque un à un les groupes à Gaza qui ont collaboré avec l'armée israélienne, et d'autre part aussi d'avoir reposté des photos où se trouvait un tag « Dissoudre Némésis à l'acide ». S'il ne s'agissait pas de Rima Hassan, ces procédures n'existeraient pas, a protesté son avocat. On est dans l'idée d'une cabale politique, judiciaire, acharnement. C'est la ligne politique connue de la France insoumise. Personne n'a été surpris de cela. En revanche, pour l'apologie du terrorisme, une séquence là aussi qui n'a pas été relayée. Tout le monde avait accès à la conférence de presse de Rima Hassan, et Paul Laroutourou, journaliste à France 5 si je ne m'abuse, lui a posé une question qui me paraît être simple. Est-ce que le terroriste qui a du sang de 26 personnes sur les mains, condamné pour ces faits terroristes, et est-ce que Kozo Okamoto est un terroriste, oui ou non, Madame Hassan? Écoutez sa réponse. Madame l'eurodéputée, votre avocat assure que c'est une citation. J'ai votre tweet sous les yeux, il n'y a aucun guillemet. Et comme député, j'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne, quand il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. Donc c'est une citation, ça, donc sans guillemets. Votre avocat dit également qu'en 1972, tout le monde ne se souvient pas de 1972, effectivement, mais dans le tweet, on en parle aussi, donc question extrêmement simple. Est-ce que pour vous, Kozo Okamoto, c'est un terroriste, oui ou non? Vous viendrez au procès du 7 juillet et vous pourrez assister à toutes les observations qu'on pourra produire. On est là pour commenter ce qui s'est passé hier. On est là pour parler un peu de décence, un peu de décence. Je vous invite au procès parce que vous avez eu l'information qu'il va y avoir renvoi. Pourquoi vous répondez pas? Vous avez, je suis en garde à vue encore ou pas? Voilà, je suis pas en garde à vue. Vous êtes invité à une conférence de presse qui porte sur ma garde à vue et sur ce qui s'est en... Eh bien, je vous invite à venir le 7 juillet au procès. Mais c'est l'objet du procès du 7 juillet. Est-ce que oui, vous viendrez le 7... Est-ce que c'est de la résistance ou est-ce que c'est du terrorisme? On a déjà répondu sur le fait que c'était l'empreinte philosophique, une citation. Vous viendrez au procès du 7. Il y a un procès. Donc vous aurez l'occasion de venir en tant que journaliste et vous pourrez entendre nos observations et ce qu'on a à présenter. D'accord? Très bien. Faut que la prochaine fois, elle donne les questions aux journalistes. Une conférence de presse, normalement, ce sont des journalistes qui posent librement des questions à la personne qui donne. Mais surtout que la question, elle est d'une simplicité confondante. Est-ce que Kozo Okamoto est terroriste, oui ou non? C'est vrai qu'il est allé sur le fond, c'est un crime, ça. En fait, Madame Rima Hassan allume un contre-feu. Elle répond pas sur le fond. Elle prétend avoir été victime d'une procédure illégale, c'est-à-dire qu'elle n'était plus protégée par son immunité parlementaire. Or, il suffit de vérifier la procédure qui a été utilisée. La flagrance de ce tweet, et donc, il n'était pas... Et la flagrance, on l'a encore... Mais elle va utiliser tous les contre-faux possibles. Elle va utiliser tous les contre-faux possibles. Elle dure 8 jours. Le tweet est... 4 et 16 jours. Oui, et tout du 26 mars. Oui. Et donc, elle est interpellée en garde à vue le 2 avril. On est dans le délai. Elle va utiliser tous les contre-faux possibles. Elle ne veut pas répondre à une question. Mais il y a tout dans cette séquence-là. D'ailleurs, il faudrait la sous-titrer pour vraiment, parce qu'il faut tendre l'oreille. Mais la question, elle est plutôt simple. La question est très simple. Et c'est le danger d'organiser une conférence de presse avant d'être envoyée devant les juridictions, parce que c'est quand même assez piégeant. La question est basique. Si elle répond... Ah oui, il est terroriste. Évidemment que c'est un terroriste. Bon, bah l'histoire, elle est terminée. L'histoire est terminée. Donc elle voilà. sera effectivement devant ses juges. Mais évidemment que c'est un terroriste. Elle est condamnée à perpétuité. C'est compliqué. Mais vous vous rendez compte, il y a tout dans cette séquence, encore une fois, je le disais, et il faudra scruter attentivement
les prochains tweets de Madame Rima Hassan? Est-ce que la virulence de Madame Hassan sur les 2 dernières années et demie sera la même que sur les 6 prochains mois? Elle a pas l'air très inquiète. Ah écoutez, regardez attentivement. Je voudrais pas doucher vos espoirs à tous, pardonnez-moi. J'ai aucun espoir, j'essaie de voir ce qui se passe. D'une part, elle a un aplomb, vous avez dit la drogue, c'est pas important, mais elle se pointe au commissariat avec de la drogue. Ça, on n'en sait rien. C'est pas vrai, Alexandre. Elle le conteste. On n'en sait rien. Donc le CBD, c'est pas de la drogue. Alexandre, justement, il faut faire très attention à ce sujet-là. D'accord, je m'en fiche, mais je trouve qu'elle a moi, je m'en fiche pas. Ça n'a rien à voir. Elle a un aplomb qui montre qu'elle est pas du tout inquiétée. Et moi, je pense. Un aplomb, comme tous les délinquants qui ont un aplomb, et je peux vous garantir, pour fréquenter les salles d'audience depuis bientôt presque 30 ans, que cet aplomb-là, on le connaît par cœur. Nous verrons si le jour de l'audience, elle aura exactement la même attitude vis-à-vis de ses juges et qu'elle sera. Nous verrons, mais moi je pense que vous avez dit aplomb comme tous les délinquants. Maître, je me permets de vous reprendre là-dessus. Elle est présumée innocente. Elle n'a jamais été condamnée, donc jamais commis de délit. On peut dire aplomb comme tous les insoumis. Ça. Ah oui, ça vous avez le droit. Effectivement, il y a un aplomb comme tous les insoumis. C'est une doctrine. En fait, l'un des axes de la défense, c'est traitement totalement disproportionné. Je reprends l'expression qu'a utilisée Marine Tondelier, Europe Écologie Les Verts. Je rappelle que Europe Écologie Les Verts s'était distingué dans le cas de Julien Bayou, qui était un élu vert, avec Sandrine Rousseau, dirigeante du même parti, qui l'avait balancé pour agression sexuelle ou harcèlement, enfin des faits très graves sur un plateau télé, qui ensuite avait mandaté un cabinet d'avocats privés pour faire une enquête sur Julien Bayou. Comme les résultats ne lui plaisaient pas, elle a enterré le rapport. Voilà, ça c'est un traitement disproportionné. Alors les leçons de la France Insoumise et des Verts en matière d'équité judiciaire, ils peuvent les garder. 10h15 sur CNews, je pense qu'on a tout dit sur cette information qui est une information là aussi majeure. Son avocat a dit le 7 juillet, ce sera le procès du siècle sur l'apologie du terrorisme. Bon, écoutez, tout ce qui est excessif est insignifiant. Faut pas oublier que la justice est partielle et à géométrie variable. Donc voilà, moi je pense que le meilleur moyen de combattre les insoumis, c'est de combattre les causes contre les insoumis. Pleine confiance en la justice et encore une fois, elle est présumée innocente. Je constate une chose. Non, je veux qu'on écoute Bruno Retailleau avant parce qu'il a dit tout ce que pensent des millions de Français, je pense, c'est de dire enfin, c'est-à-dire non pas enfin, elle sera condamnée, c'est enfin la justice se saisit des tweets de Rima Hassan, des outrances de Rima Hassan, des attaques de Rima Hassan et de savoir si oui ou non c'est pénalement répréhensible. Écoutez Bruno Retailleau. Rima Hassan, enfin. J'ai sans doute été un des ministres de l'Intérieur qui a saisi le plus la justice à travers les articles 40 contre ses propos. Là, elle est impliquée sur un chef, comme on disait autrefois d'inculpation, d'apologie du terrorisme. Souvenez-vous que c'est le groupe parlementaire LFI des Insoumis qui avait déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour abolir le délit d'apologie de terrorisme. Abolir l'apologie de terrorisme. Permettre, dans l'expression publique, finalement, de soutenir, d'exalter le terrorisme. Quand je parlais tout à l'heure de la violence, le terrorisme, c'est la terreur, c'est la racine sémantique, étymologique. Ça, c'est l'extrême violence. Extrême violence dans les faits qui s'exerce sur des victimes innocente. C'est ça le terrorisme. Apologie de terrorisme. Donc enfin, elle est démasquée. Il revient maintenant à la justice de dire son verdict, mais elle doit répondre de ses actes. C'est tout, c'est clair. Tout a été dit. Tout a été dit. Tout a été dit. L'état de droit, il y a des règles. Voilà. Si elles sont enfreintes, il faut qu'elle en réponde. Et l'immunité, ce n'est pas l'impunité. Exactement. Merci beaucoup Muriel Waklin-Melki. Du terrorisme et de l'apologie du terrorisme, parlons à présent du terrorisme intellectuel. Jean Sévilla, les habits neufs du terrorisme intellectuel. Merci d'être avec nous, cher Jean. Je le disais tout au long de la semaine, j'imaginais quelle pouvait être votre analyse, expertise de la séquence que nous avons vécue tout au long de la semaine et qui se poursuit aujourd'hui. CNews qui est attaqué violemment par 50 nuances de gauche, mais aussi par l'extrême centre, accusé de racisme pour 2 séquences qui ont été sorties de leur contexte. Et nous y reviendrons dans un instant. J'invite les téléspectateurs à revoir dans son intégralité l'enquête La fabrique de l'intox qui a été produite hier et diffusée à 20h. C'est 15 minutes où vous avez tout
où vous comprenez tout ce qui s'est passé, où vous pouvez, c'est une sorte de remise en perspective des attaques dont a été victime CNews. Nous écouterons aussi Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, qui était l'invité de France Inter, bien sûr, ce matin, et qui appelle à la fermeture de CNews. Comment Jean Sévilla, l'auteur des habits neufs du terrorisme intellectuel, définit ce qui s'est passé cette semaine, mais surtout avant, c'est comment vous définissez le terrorisme intellectuel? C'est une mécanique qui a été mise en place schématiquement dans l'après-guerre par les communistes, à l'époque où ils étaient tout puissants dans le monde politique, intellectuel, médiatique, qui consiste à éviter des débats sur les sujets de société qui fâchent, qui divisent la société, en collant des étiquettes à son adversaire. Il s'agit d'éviter le débat de fond, de façon à délégitimer son adversaire. On lui colle une étiquette, tu es raciste, tu es fasciste, tu es homophobe, etc., etc. C'est un système qui se met en place, à partir duquel, si l'adversaire n'est plus légitime, donc il n'a plus le droit de parler, et donc il n'y a plus de débat. Donc c'est une façon de tuer le débat en collant, en enlevant sa légitimité, le droit de parler à son adversaire, voilà. Et l'adversaire ne devient plus un adversaire, ça devient même un ennemi. C'est une brutalisation de la vie politique et intellectuelle. Mais c'est d'une violence absolue. L'adversaire est à détruire. Mais c'est d'une violence absolue. Il suffit, parce que on parle des réseaux sociaux, aller faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir à quel point CNews est attaqué. Les journalistes sont attaqués, c'est évidemment une cible qu'on met sur le dos d'une rédaction. Vous avez dit, vous avez employé une formule, Jean Sévilla, qui m'a marqué. Vous avez dit, CNews est un cas emblématique du terrorisme intellectuel. Pourquoi ? La polémique récente, c'est en effet problématique parce qu'on prend des termes sortis de leur contexte, d'un contexte avec lequel on peut être plus ou moins d'accord. Personnellement, je pense pas que l'homme soit un mammifère ni un cousin du singe, mais c'est un autre débat. Voilà. Mais on prend cet élément, on prend le mot singe, on la colle à la vision, au regard, l'image du maire de Saint-Denis dont tout le monde sait qu'il n'a pas la peau blanche, et on fait un amalgame. Voilà. Donc c'est la mécanique même du terrorisme intellectuel. Donc on tord quelque chose qui a été dit à l'antenne de CNews, et donc puisqu'il s'est dit sur CNews, tout CNews est forcément complice de ces propos qui sont tenus, des propos déformés, qui sont un mensonge, et donc la mécanique s'enchaîne, et donc CNews n'est plus légitime, donc il faut interdire CNews. Vous qui avez été le penseur du terrorisme intellectuel, est-ce que vous avez été surpris par la séquence, la semaine qu'on vient de vivre, la virulence, et moi ce qui me marque dans tout cela, c'est le mariage entre l'extrême gauche qui est plutôt adepte de ces séquences de tordre la réalité, mais l'extrême gauche et de l'extrême centre. Laurent Nunez, le Premier ministre sont entrés dans la danse. C'est une très vieille histoire, c'est-à-dire que la droite classique et l'extrême centre vivent un processus, ils sont intimidés, je dirais, ils sont peinés. C'est la trouille qui c'est la peur, c'est d'abord une peur intellectuelle, parce qu'au fond il y a un manque de construction intellectuelle, un manque de capacité d'analyse et de répondant, et donc à partir de là, il y a une forme de complexe de droite qui pense que la gauche au fond plus ou moins a raison, et donc il y a un silence qui s'instaure. Et donc, moi, j'ai pas été surpris. Je pense que la séquence qu'on a vue là, on va la voir 15 fois ou 30 fois d'ici le présidentiel. Vous voulez dire que plus on va avancer vers la présidentielle, plus ce sera violent. Je me tourne aussi vers Georges Fenech qui avait pris la plume, et c'est dans l'air du temps, il vient de le publier. Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews, elle me croit toujours à Hasbrook. Juge, bien sûr, à Hasbrook. On est évidemment là aussi vous l'avez peut-être écrit un peu trop tôt. Non, il n'est pas trop tôt, il vient de sortir. Oui, il vient de sortir, mais sauf qu'il manque cet épisode. il manque un chapitre là. Ce livre est consacré justement à ce que explique très très bien Jean Sévilla. Qui nous arrive, c'est une tentative de discrédit, voire de disparition. Moi, je voudrais quand même dire une chose qui n'a pas été suffisamment soulignée. Lorsque l'Arcom prend la décision de retirer la fréquence à C8, qui était visé au départ? Cyril Hanouna. C'était CNews qui était visé au départ. Et je tiens. C8, non, c'est Cyril Hanouna. Excusez-moi, je dis ce que je sais de mes informations personnelles. D'accord. Et qui n'engage que moi. Au départ, c'est CNews qui était visé. Et je crois pouvoir dire, toujours d'après mes informations personnelles, qu'un membre de l'Arcom a mis sa démission dans la balance si on retirait la fréquence à CNews. Nous sommes, depuis plusieurs années, la cible, une volonté de disparition. Je rappelle les déclarations. Oui, allez-y, Georges. Je parlais des déclarations de Madame Abdul Malak. J'ai rien dit jusqu'à maintenant. Malak, qui disait, un peu vraiment en sous-titre, que nous pouvions effectivement nous voir retirer Nous sommes une chaîne qui a brisé le récit national, qui a brisé le monopole d'une idéologie
qui règne dans les autres médias, et donc nous sommes l'ennemi à battre. C'est tout. Publicité, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai bien compris, et c'est pour ça que je vous ai cité et que j'ai cité votre ouvrage. On revient dans un instant, et vous allez voir quelques séquences de de cette enquête, et nous allons parler de la liberté d'expression dans un instant, et nous reviendrons avec Arthur de Vatrigan, qui est bien CNews, et on poursuit l'heure des pros ensemble, toujours avec Georges Fenech, avec Alexandre Devecchio, Judith Vintraube, avec le général Sidos qu'on a retrouvé, qui était avec nous entre 9h et 9h30. C'était passionnant, mais j'avais encore plein de questions, et j'ai l'esprit d'escalier, vous poser sur la guerre au Moyen-Orient et sur la recherche, la course contre la montre pour retrouver le militaire, et vous nous avez fait le plaisir de rester et de jouer les prolongations. Arthur de Vatrigan est toujours avec nous, et bien sûr Jean Sévilla, les habits neufs du terrorisme intellectuel, c'est votre ouvrage, cher Jean. Je le disais avant la publicité, c'est une première. Hier, nous avons diffusé un doc inédit dans l'heure des pros qui met en perspective les accusations dont la chaîne fait l'objet depuis maintenant une semaine. 2 extraits sortis de leur contexte, relayés sur les réseaux sociaux, et ces 2 extraits ont créé une polémique nationale, à tel point que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur s'en sont mêlés. Je vais être en toute transparence avec les téléspectateurs, je ne voulais pas regarder le documentaire avant sa diffusion. Je voulais le découvrir vraiment de bonne foi, savoir si j'allais découvrir de nouvelles choses, savoir si j'allais découvrir cette mise en perspective allait me permettre de comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Ça dure 15 minutes ou un peu moins. C'est absolument passionnant, et j'invite tous les téléspectateurs, dont certains qui ont pu se dire, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé avec ce psychologue ou avec ce philosophe? Allez voir ce reportage qui met en perspective la machine, le système médiatique et politique qui s'est mis en branle, relayé notamment sur les réseaux sociaux. L'intégralité est absolument passionnante. Je me permets juste de rappeler que ces 2 séquences qui sorties de son contexte, c'était simplement l'analyse des déclarations polémiques du maire de Saint-Denis quant à la nécessité pour les agents municipaux de faire allégeance à son projet politique. C'est soit on vous met au pas, soit vous mettez au pas, soit vous prenez la porte. Prenons quelques extraits de ce reportage, ce document, enfin cette enquête, avec par exemple la séquence d'Orido. Écoutez donc le psychologue qui a été accusé de racisme. Pour appuyer son propos, il évoque la très célèbre théorie darwinienne selon laquelle l'homme appartient au règne des mammifères. C'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Dans son intervention, Jean Dorido prend soin d'inclure l'ensemble de l'humanité en utilisant le pronom « nous ». Nous sommes des mammifères sociaux. La théorie darwinienne de l'évolution, Jean Dorido a pour habitude de l'évoquer régulièrement lors de ses interventions médiatiques, sans que cela ne choque personne. Quand vous regardez ce qui se passe chez nos cousins de la famille des grands singes, comme nos cousins les grands singes. Mais quelques minutes plus tard, à 23h34, un extrait de cette séquence coupé de son contexte commence à circuler sur les réseaux sociaux. Dans la nuit, la polémique prend de l'ampleur. À minuit 2, en direct sur CNews, le journaliste Olivier de Kerenfleck décide de faire une mise au point en redonnant la parole à Jean Dorido. Il y a des comptes visiblement propagandistes qui sont prêts à toutes les ignominies pour manipuler les foules et vous faire dire des choses que vous n'avez absolument pas dites. CNews scrute les réseaux sociaux en permanence forcément, et ils ont vu que c'était en train de s'emballer, et donc ils sont parvenus sur les propos, ils ont tenu à les nuancer un peu plus et à les recadrer. On dit sur les réseaux sociaux que vous auriez comparé le maire de Saint-Denis à un singe. Absolument pas. Et évidemment, la deuxième séquence n'a pas été relayée sur les réseaux sociaux par le même compte, qui est un compte proche de certains partis politiques à l'extrême gauche de l'échiquier politique, qui a été relayé en quelques instants des centaines de milliers de fois. Je crois qu'on est à plus de 4 millions de vues sur les réseaux sociaux. Alors Jean Sévilla, vous qui avez écrit Les habits neufs du terrorisme intellectuel, il y a un nouveau moteur, un nouveau dynamiteur aujourd'hui. Ce sont les réseaux sociaux.
quelques secondes sorties de leur contexte qui peut ensuite vous embarquer dans une polémique qui pourrait durer des jours et avoir des conséquences parfois très graves. Oui, le vieux terrorisme intellectuel, celui des années 60 ou 80, c'était la télévision, c'était les journaux, enfin voilà. Aujourd'hui, là, ça court sur des millions de personnes et ça traverse la planète en quelques secondes, voilà. C'est très difficile de lutter contre ça, d'où en tout cas la nécessité de mesurer les mots que l'on emploie, d'avoir une pensée construite et surtout de mesurer. Voilà, il faut toujours jouer avec les mots que l'on emploie, savoir ce que l'on dit et l'image aussi. On peut être on n'a pas besoin plus, on ne peut plus parler librement, dire une bêtise avec un copain qui peut être capté par un téléphone d'un adversaire qui vous balance ça et des millions de personnes vont vous prêter des pensées noires que vous n'avez pas réellement, que vous avez pu dire en ayant bu un coup après. Voilà, les réseaux sociaux ont profondément changé la vie intellectuelle, la vie politique, la vie médiatique, je veux dire. Et les réseaux sociaux sont désormais aussi un moyen pour parce que vous parlez des chaînes haute séquence dans ce reportage, c'est de voir à quel point la machine médiatique et politique est entrée dans la danse. Évidemment, c'est ça qui accroît le phénomène, c'est qu'il y a une complicité de toute, je dirais, de la gauche culturelle qui est dominante dans l'audiovisuel, qui va sauter sur. Il y a un Gugus qui est derrière son écran, qui met quelque chose sur les réseaux sociaux, et c'est démultiplié évidemment par la puissance ensuite télévisuelle. Regardons autre séquence dans ce reportage, à quel point, par exemple, le service public. Alors, j'imagine que je n'ose imaginer que c'est piloté, bien évidemment. Personne ne s'est dit, tiens, on va s'en prendre à CNews. C'est vraiment, jamais ils se sont dit quelque chose comme ça. Benjamin Duhamel, lorsqu'il interroge Bali Bagayoko lundi sur CNews, il n'a pas du tout mis une cible en quelque sorte sur CNews. Évidemment, c'est quelqu'un d'intègre. C'est véritablement le lundi matin que France Inter va déployer toutes ses forces contre CNews. À 7h40, le journaliste Patrick Cohen y va de son commentaire. La République est-elle davantage menacée par ces clameurs que par les saillies racistes répétées contre le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, répandues antenne ouverte? Quelques minutes plus tard, Benjamin Duhamel reçoit Bali Bagayoko et le fait immédiatement réagir à cette affaire. Je voudrais d'abord vous entendre sur ce qu'il s'est passé ce week-end. Vous avez annoncé vouloir porter plainte après des propos jugés racistes tenus sur CNews. Je suis insulté avec des propos racistes. Quand le nouveau maire de Saint-Denis est reçu sur France Inter, le conditionnel n'existe plus. Le racisme, il est sûr et certain. Il n'y a pas de débat autour de ça. Dans la foulée, l'humoriste Bertrand Chameroy en remet une couche dans sa chronique. Monsieur le maire, j'imagine que ça doit pas être des plus agréables d'être la cible de CNews. Au cours de cette tribune offerte par France Inter, le maire de Saint-Denis s'insurge contre l'absence de réaction du gouvernement et appelle à des sanctions contre CNews. Mais ce qui est plus scandaleux, c'est que au moment où ça se fait, il n'y a aucune condamnation au niveau y compris de l'Élysée. Il va demander l'organisation d'une manifestation. Il faut que ça devienne pour eux un événement national. C'est la raison pour laquelle le 4 avril prochain, nous appelons notamment un grand rassemblement devant la mairie de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Donc cette interview politique sur France Inter va, mine de rien, continuer d'amplifier la polémique. Cette affaire vire à l'obsession pour Radio France. Les deux principales antennes du groupe l'évoqueront à plus de 5 reprises au cours de leurs différentes émissions, en l'espace de seulement 4 jours. Je rappelle que Vincent Meslet, qui est l'un des grands pontes de Radio France, avait expliqué que CNews était la négation du journalisme. D'accord. Alors il avait dit nous ne sommes pas en guerre, mais voilà. Non mais nous ne sommes pas en guerre. La négation du journalisme. Donc là aussi, on comprend un peu mieux les contours. Georges Fenech. Je vais simplement rappeler une chose. C'est ce qui a motivé toute cette affaire, c'est le fait que le maire de Saint-Denis dise, et vous l'avez dit tout à l'heure, Elliot, disent que les fonctionnaires, s'ils ne sont pas d'accord avec la politique du maire, ils doivent soit faire allégeance, soit partir, ce qui est totalement illégal. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que ça a été dénoncé par le gouvernement lui-même, par la bouche d'ailleurs du ministre M. Amiel, si je ne me trompe, qui a dit directement au maire de Saint-Denis, à tous ceux qui seraient tentés d'agir de la même manière, que c'est totalement illégal.
Donc, vous voyez sur quoi on part, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des leçons en permanence sur la rigueur, sur le fait que ils vont pas chercher des vidéos tronquées, sorties de leur contexte, etc. Dorido, par exemple, ils auraient pu à Monsieur Bali Bagayoko lui faire écouter la première séquence en longueur, la seconde séquence en longueur, idem pour Michel Onfray. Ça n'est pas le cas. Donc, je me souviens, j'ai essayé de retrouver sa phrase à Monsieur Mellet, que tout le monde connaît bien sûr. Nous ne sommes pas en guerre, tempère toutefois Vincent Mellet auprès du Parisien, mais nous ne devons cependant pas nous priver de dénoncer leurs méthodes, pas seulement pour nous, mais pour toute la profession. Ah bah, il y a une sorte de... C'est bon, le choix est vite réglé. Quand Benjamin Duhamel pose sa question, il dit juger raciste. Il le reprend pas à son compte. Pardon, juste. Oui, mais je crois qu'il oublie le conditionnel. Parmi la Il oublie le conditionnel, en revanche, monsieur Duhamel. Quand monsieur Duhamel... Interview très intéressante, je crois que c'était l'un des premiers entretiens de Rima Hassan en direct sur BFM à l'époque où, là aussi, elle était peu connue du grand public. Il avait subi des attaques ultra violentes. Et pendant l'entretien, et après l'entretien, notamment sur les réseaux sociaux. On avait été les premiers à le défendre et à dire c'est pas normal. Et d'ailleurs, l'entretien ne méritait pas les attaques dont est victime Benjamin Duhamel. Donc quand en fait il y a une injustice et la confraternité, c'est d'aller évidemment sur le terrain de la liberté d'expression. Il avait la liberté et le droit de poser toutes ces questions. Il n'y avait rien qui était tronqué, rien qui était mis en difficulté. Je vois que effectivement c'est à géométrie variable ces valeurs-là. Autre séquence, puisqu'on parle de France Inter, mais c'est tout l'audiovisuel public. Il y a aussi évidemment les chaînes de France Info qui ont reçu Monsieur Bali Bagayoko, qui saute sur l'occasion, Monsieur Bali Bagayoko, et qui appelle ce matin, on va l'écouter encore, Monsieur Bali Bagayoko à fermer CNews. Le critère du vrai, certaines chaînes de télévision l'ont également laissé sur le bas-côté et ont, elles aussi, largement alimenté la polémique. Lundi soir sur TMC, Quotidien s'en est donné à cœur joie en y consacrant 2 séquences de l'émission. La chaîne d'information CNews a-t-elle basculé ce week-end dans le racisme décomplexé? On a Jean-Michel Apathy, que tout le monde connaît bien, et Julien Belvert, qui ont consacré, je crois, à eux deux près de 12 minutes sur le sujet. Ce qui s'est dit sur le plateau de CNews a été entendu comme ça devait l'être, des propos racistes. De son côté, la chaîne France Info s'inscrit également dans cette séquence. La journaliste Sonia Kironi évoque à 2 reprises, en l'espace de 2 jours, les accusations visant CNews. Et un certain nombre de propos ont été tenus sur une chaîne de télévision comparant le candidat à des singes. Le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a annoncé son intention de porter plainte après des propos polémiques, assimilant l'édile à un chef de tribu et à un grand singe. Et donc ça, c'est tout au long de la semaine. Je propose d'écouter désormais Bali Bagayoko. C'était ce matin, une nouvelle fois sur France Info. Cet appel à la fermeture est un appel de rupture, y compris radical, qui permet à la fois de pouvoir créer un élément de discussion, y compris pouvoir interroger ce qui se passe en fin de compte dans la ligne éditoriale de CNews. Ça changerait beaucoup, ça changerait déjà de réduire la force de la diffusion en fin de compte de la haine. Ce n'est pas rien. Ça ne fait pas disparaître la parole, y compris raciste, de fermer un média. Mais donc c'est la raison pour laquelle, si l'on doit passer par cela, nous devons le faire parce que nous avons pris beaucoup trop de retard sur la lutte antiraciste. La lutte antiraciste, la haine, voilà ce que dit Bali Bagayoko, propos évidemment injurieux et diffamatoires, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, c'est toute la semaine, la machine qui a été mise en branle, et encore aujourd'hui, il appelle à la fermeture de CNews. Il me manque du temps pour ressortir et vous remontrer la séquence en 2023, avant qu'il ne soit maire, et bien content d'intervenir sur notre antenne pour parler de Saint-Denis. Mot de conclusion avec vous, Jean Sévilla, sur le terrorisme intellectuel, sur la séquence. Jusqu'où ça peut aller? Ça peut aller très loin. On a oublié, si vous voulez, moi je suis historien aussi, on a oublié, au fond, on avait une gauche, depuis 30 ans, 40 ans, on avait une gauche un peu pépère, si vous voulez, même si on prend Besancenot dans les années 2000, au fond, c'était un trotskiste relativement gentil. Là, on a de nouveau une puissance radicale au sein du jeu politique et LFI. On a oublié ce que c'était le premier parti communiste dans les années 20 était une puissance vraiment subversive, qui était d'ailleurs surveillée par les autorités de l'État, par les autorités policières, parce que c'était vraiment vu comme un agent de subversion, avec en plus, plus tard, des connexions internationales. On retrouve quelque chose comme ça. Voilà. Alexandre Devecchio, et ensuite on parlera de la nuance. Bon, c'est vrai que
il y a une radicalité chez LFI qui n'y a pas dans la gauche que vous qualifiez de pépère, mais en fait l'antiracisme, c'est quelque chose qu'on a depuis une quarantaine d'années. Et je dirais que LFI, c'est les enfants, c'est le fruit de Terra Nova, le fruit de ce communautarisme, le fruit d'un antiracisme qui a été totalement dévoyé. Donc la gauche a une grosse responsabilité là-dedans. Et en fait, dans toute cette polémique, ça élude le racisme bien réel de LFI, ça élude toutes les saillies. C'est-à-dire que quand tout blanc, tout moche que vous êtes de Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel qui dès 2017 explique que le maire en Seine-Saint-Denis doit avoir la couleur de peau des habitants de la Seine-Saint-Denis. La campagne sur la racisée, racialiste. Et donc c'est pour ça. C'est la seule chose qui manque dans cette enquête, je trouve, c'est à la fin de pouvoir voir aussi la stratégie d'LFI. C'est un gigantesque écran de fumée en se victimisant, alors que s'il y a un problème de racisme en France, c'est précisément LFI. Arthur de Vatrigan. Pour répondre à votre question, où est-ce que ça peut aller? C'est aller jusqu'à l'assassinat et à lynchage d'un jeune homme, et ça a été justifié comme ça, pas si longtemps. Donc vous avez la raison. Sur vos deux sujets, vous avez stratégie Rima Hassan, on rassemble le noyau dur. 2, pour arriver au deuxième tour, on fait quoi? On fait la stratégie antifasciste. Et vous voyez que tout le monde court derrière. En attendant, certains appellent à la fermeture, je le disais, de notre chaîne. L'incorrect, vous avez en une de l'incorrect Charles Aloncle, qui est l'homme à abattre, l'homme politique à abattre en ce moment, parce qu'il a le malheur d'être rapporteur de la commission de l'audiovisuel public. Je vais citer quelques... Pourquoi avoir mis d'ailleurs Charles Aloncle en une de l'incorrect? Alors écoutez, je voulais faire un dossier général sur ce sujet-là. J'avais un grand entretien avec Martial Gauchet, j'avais des révélations, des enquêtes, des analyses, et je voulais Charles Aloncle. J'avais prévu 4-5 pages. J'ai fait un entretien de 2 heures avec lui, et à la fin de l'entretien, toutes les révélations, tout ce qu'il a raconté me paraissait nécessaire et indispensable. Donc de 4 pages, je suis passé à 16 pages. J'ai décidé de le mettre en une parce que j'ai découvert que le sujet du pluralisme qui m'intéressait au départ faisait bien pas le figure à côté d'un système que je peux appeler un milieu qui ressemble furieusement à un système mafieux avec des menaces, des pressions, des conflits d'intérêts et avec le risque que tout le travail qui a été fait lors de cette commission disparaisse. Pourquoi il pourrait disparaître? Parce que cette commission, il va y avoir un dossier, une conclusion, un rapport qui est rédigé par Charles Aloncle. Pendant 3 jours, ces conclusions vont être disponibles dans une salle, surveillées, pour que tous les membres de la commission puissent le consulter. Ils ont pas le droit de prendre de photos, ils ont pas le droit de l'emporter, ils doivent le consulter. Et ensuite, ils doivent voter. Si la majorité vote contre, tout doit disparaître. Il doit pas être publié, les vidéos doivent être effacées, les comptes rendus effacés, et tout ce qui a été tout ce qui a été révélé, écrit, toutes ces semaines, ne peut pas être utilisé. C'est arrivé avec les syndicats. Avec les syndicats, c'est arrivé une fois il y a 15 ans, une dizaine d'années. On n'a jamais eu connaissance du rapport. Exactement. Plus de 80 millions d'euros. Ouais, non, mais j'entends très bien. Plus de 80 millions d'euros de déficit ont été cumulés depuis 2017. Ça, c'est faux aussi. C'est moins de 156 millions pour une raison très simple, c'est que en fait 80 millions c'est ce qui est non mais je sais bien, mais je vous rajoute un truc en plus, c'est 80 millions c'est ce qui est affiché. Or le groupe France Télévisions est un groupe, il y a une société anonyme, dedans il y a des filiales qui gagnent de l'argent, comme les sociétés immobilières, comme les créations, et on a remarqué que étonnamment, dans cette même période 2017-2025, vous avez 176 millions d'euros des filiales qui ont gagné de l'argent, qui ont permis de renflouer la maison France Télévisions. Donc si vous ajoutez les 176 aux 80, on arrive à 200. Vous m'avez perdu. Dans le premier grand enseignement de cette commission, c'est vraiment l'ampleur de la dégradation financière de France Télévisions et la manière dont cette dégradation a été découverte par un récit officiel trompeur, dit Charles Aloncle. Et en réalité, il parle d'une forme de troc des espaces publicitaires appartenant à France Télévisions, donc aux Français auraient été échangés contre des chambres luxueuses. Là, il emploie le conditionnel. Et puis, il parle de la sensibilité politique qui bénéficie structurellement d'une exposition favorable, tandis que d'autres sont systématiquement marginalisés. Le cas le plus manifeste est celui du Rassemblement national, sous-représenté de manière chronique, y compris en période électorale, moment où les exigences d'équité devraient être les plus strictes. On a aussi entendu sur les plateaux du service public des comparaisons indignes entre Éric Ciotti et Benito Mussolini, ou entre Jordan Bardella et Adolf Hitler. À ce stade, il ne s'agit plus simplement du biais, c'est l'expression d'un parti pris assumé. Arthur de Vatrigan. Je vous donne un exemple. Il y a 9000 salariés. Ça explose, c'est le record de nombre de salariés dans une chaîne de télévision. Vous avez 1 milliard qui sort de France Télévisions pour acheter du contenu en extérieur. Vous avez des centaines de millions d'euros pour la création de contenu via des sociétés de production. Je vous donne 2 exemples de ce qui se passe. Un premier exemple, c'est lorsque Charles Aloncle a demandé au numéro 2 de France Télévisions les comptes rendus
les papiers disant on justifie les 100 millions, les 1 milliard en fonction de ce qu'on achète. Le numéro 2 de France Télévisions a dit il y en a pas. Il y a pas de trace. Une semaine après, Charles Lalonde auditionne les directeurs de ceux qui achètent en fait les productions extérieures. Ils disent si, il y a des traces. Donc ça veut dire que précédemment, la semaine d'avant, alors c'était pas en commission, c'était par écrit, le numéro 2... Il a plaidé le malentendu. Oui, il a plaidé le malentendu, oui. Ensuite, il a pris une autre tactique qui considérait... Il a dit, finalement, je vais vous les envoyer. Submerger Charles Lalonde. Non. Avant, il a dit, je vais vous les donner. Il donne, c'est un feuillet Excel, 2 colonnes, pour justifier 1 milliard. Voilà. Et ensuite, il a submergé. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on voit que le sujet, c'est les sociétés de production. 2 exemples de conflits d'intérêts. Société de production, vous avez une directrice de fiction, Charles Lalonde découvre qu'elle passe ses vacances chez des producteurs à qui France Télévisions attribue des contrats. Donc elle dit à qui je vais attribuer des contrats et elle passe des vacances chez ces personnes-là. Vous savez ce qu'elle dit pour justifier? Oui, c'est vrai, mais quand ça arrive, c'est pas moi qui décide, ce sont mes N-1. Deuxième exemple, vous avez l'ancienne directrice de France Télévisions qui signe des contrats à plusieurs millions, notamment avec Together Media, qui produit la société C'est Politique. En 2020, elle quitte France Télévisions avec un chèque de 400 000 euros. Vous savez, elle atterrit à Together Media pour prendre la direction des émissions qu'elle a même, elle, vendues avant. De toute façon, des exemples comme ça, il y en avait plein. Une telle enquête parlementaire, Georges Fenech, et ça sera le mot de la fin avant d'aller avec le général Sidos sur les prochaines heures dans la course contre la montre engagée pour retrouver le pilote américain. Un tel rapport peut entraîner ensuite des poursuites judiciaires. C'est-à-dire que d'abord, il y a l'enquête parlementaire et ensuite, la justice peut être saisie. Quand j'entends l'intrigant, j'ai le sentiment que ça fourmille d'infractions, de abus de biens sociaux, détournement d'argent public, conflit d'intérêts. Si tout ce qu'il nous dit là est la réalité, effectivement, ça pourrait être extrait. Qui saisit la justice? C'est la justice qui peut se saisir directement. Monsieur Lalonde pourrait très bien faire des articles 40 en dénonçant les infractions. On n'en est qu'au début de cette affaire et de cette enquête. Des frappes qui pourra pas utiliser ce qu'il y a dans la commission. 1 minute 30 avant la fin de l'émission, mon général. La toute dernière information, des frappes américano-israéliennes ont touché la centrale nucléaire iranienne de Bushehr. Je ne sais pas si je le prononce bien, faisant 1 mort visiblement. Le regard que vous avez, mon général. Oui, parce que je crois que c'est une centrale nucléaire vraiment à destination civile. Il me semble, sauf si je fais vraiment erreur. Je crois qu'elle avait été fabriquée par les soviétiques, les Russes. Je crois qu'elle est à destination civile. Donc là, on serait dans la phase annoncée par le président Trump d'attaque des objectifs civils pour amoindrir, affaiblir tout le système économique et politique iranien. Bon, Je rappelle que la course contre la montre se poursuit. Dans l'avion qui a été abattu par le régime iranien depuis hier soir, les États-Unis sont engagés dans une opération survie. Les enjeux sont importants. On recherche toujours ce pilote. Est-ce que vous pouvez nous décoder? Vous nous avez parlé des premières heures une fois l'annonce faite. Qu'est-ce qui peut se passer là dans les prochaines heures? Alors là, le pilote... il se fatigue physiquement de plus en plus. On est dans un système électronique ultra moderne de machines, et là on a un individu qui vit avec ses 2 jambes, avec son organisme, avec sa volonté. Donc il s'affaiblit de plus en plus. Dans l'immédiat, il est évident que les Iraniens font tous les efforts pour renforcer les moyens pour capturer ce pilote. Alors, soit récupérer le corps, soit le récupérer vivant. Donc, il y a effectivement une course de vitesse entre des gens qui sont au sol, qui ont tout intérêt à le récupérer pour l'exhiber, pour en tirer une forme de victoire. Et puis les Américains, qui continuent avec des avions, avec des forces spéciales au sol. Voilà. Alors, le pilote doit couper son système radio. Pour éviter de se faire repérer. Et pour pas se faire repérer. Donc, par moment, il doit le couper. Donc, voilà. Il y a tout un équilibre qui se... Alors, plus le temps passe, plus les chances s'amenuisent. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Eh bien, écoutez,